Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. Salut Salut, Baptiste, salut. comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va super, je suis Ça fait content, 1 ça heure faisait que longtemps. j'attends, j'étais parfaitement en avance et tout, donc j'ai eu bien le temps de m'installer, c'est ça qui est bien. Il s'est connecté à À 27. 21h29 et on a Ah lancé le j'avais décompte. oublié, d'habitude c'est à 20 enfin d'habitude, avant c'était à 22h. Donc là j'ai en ce moment j'ai un client là que je guide et tout, tu sais, fallait que je le dépose, je fasse des trucs et dans ma tête je m'étais dit: «Bon c'est bon, je vais rentrer, je vais avoir une petite demi-heure pour m'installer tranquille». Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une lueur de tu sais d'esprit. Avant de partir, je me suis dit: «Tiens, j'ai 5 minutes, je vais installer le setup, ce sera fait». Mais heureusement, parce que Ah ouais? sinon je serais arrivé à 21h27, le setup il aurait pas été prêt, ça aurait été le bordel, quoi. Eh ben putain, t'as bien fait, t'as bien fait. C'est que c'était Professionnel. un client de chasse au Texas, j'imagine? Ouais, 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 c'est un client que j'ai en ce Ouais. moment là. Tu mis la vidéo sur la pas encore, la vidéo sur la pêche de requin? La pêche au requin, non, 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 la vidéo, elle est en cours de montage, là. Elle est en OK, cours de super. montage, elle sort sur Patreon dans peut-être, 4-5 jours, peut-être, ouais. Peut-être je m'emballe un peu, mon monteur, ça se trouve, il regarde, il va être là, genre: «Oh, «Non, non, non», mais, je pense normalement un truc comme ça, ouais. Ça Ouais, devrait pas trop tarder. tu dû prendre de belles images. Ah ouais, ouais, franchement, on a fait une belle vidéo, on a eu pas mal de requins. On a fait un beau partenariat pour, chasseautexas.com, donc on est capable de fournir un trip qui est intéressant maintenant. En gros, les gens, ils viennent, on leur donne rendez-vous le matin à la marina. On part 4 heures en mer faire, la pêche. Donc, les gens, ils peuvent pêcher autant de requins qu'ils veulent. Après, il y a des quotas et des lois sur ce qu'on a le droit de garder ou pas. Mais, voilà. Et globalement, ce qu'on leur propose, c'est de garder un des requins pour eux. Ah On ouais. leur prépare, on le découpe et cetera à la marina, on leur prépare. Et ensuite, je les emmène dans un restaurant dans lequel ils cuisinent le requin. Donc, par exemple, on va rentrer généralement vers 11h, midi du trip. Ils ont l'après-midi pour visiter la ville, tout ça. Et le soir, je les emmène au restaurant et ils mangent la pêche, ce qu'ils ont pêché le matin, tu vois. Ça tue. Putain, c'est génial, Donc, tout ça, mec. c'est le pack tout compris, quoi. Grosse expérience, Ouais, ouais. c'est super et on le précise, mais la pêche au requin, ça reste au Texas avec Ouais, un ouais, bien sûr. grand accès à la mer depuis le Texas. C'est à Galveston, donc qui est une ville qui est sur une île côtière du Texas. Donc, soit tu y vas en ferry, soit tu as une sorte de grand pont, tu sais, pour OK. aller sur l'île et c'est vraiment super chouette et en plus, c'est une ville qui a été fondée par, des pirates français au XVIIIe siècle et au XIXe siècle et Il y c'est a une génial. architecture assez C'est une particulière. architecture ultra coloniale, c'est vraiment sympa. Beh, j'ai fait un réel dessus là, qu'on a posté sur la page, Insta de Chasse au Texas. Mais oui, l'architecture est chouette, la ville est super sympa et puis le coup de la pêche au requin, c'est quand même un truc, c'est quand même pas mal, quoi. C'est excellent, c'est excellent. Tu peux avoir du Bon, requin bulldog, requin tigre, requin tisserand, enfin il y a beaucoup d'espèces de requins, requin marteau et cetera donc après c'est toi et ta chance aussi, hein. yes, magnifique et moi de mon côté, je suis très, très content parce qu'il y a mon père, et ma petite sœur qui ont débarqué au Québec, ce matin. Je suis allé les chercher, et puis on a mangé rapidement avant le live. Mais cependant, aujourd'hui, on va quand même parler d'un sujet assez lourd, Ouais, parce qu'on va moins parler drôle que la pêche au requin. exactement, on va parler de la situation en Arménie et dans le Haut-Karabakh avec, le blocus, qui empêche beaucoup d'Arméniens d'avoir accès à des médicaments, à de la nourriture et on a 2 invités qui vont être avec nous. On va avoir un journaliste du nom de Melkon Ajamian, spécialiste de la question arménienne et la présidente de l'association Ararat, qui, qui vous propose, différents produits comme des t-shirts, ou autre chose pour venir, en aide à la cause arménienne. Elle pourra décrire tout ça bien mieux que moi quand elle va nous rejoindre sur le live. Et avant ça, on va se faire une petite actualité, sur cette France, socialiste, communiste, Ça recommence, qui a encore mis une ça loi complètement recommence. absurde. Et sinon sur mon Patreon, les gars, très prochainement là, bah, vous savez, il y a ma petite qui est née, il y a quelques semaines. Il y a ma famille qui est là pour venir la voir. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais je vais vous mettre, 2 émissions exclusives. Une, où on vous parle, de minarchisme, de libertarianisme, où on répond à toutes vos questions et une autre, où, je suis avec, 2 potes, un minarchiste comme moi et 2 anarcho-capitalistes et on analyse l'actualité sous cet angle-là. Donc tout ça, c'est sur Patreon pour ceux qui s'intéressent, à la liberté individuelle de manière, plus intense. Sinon, je te propose de commencer avec la 1re info, mec. Vas-y, alors je t'avoue que j'ai pas du tout regardé le programme. Je savais qu'il y avait,
les invités qui venaient pour la situation en Arménie. Tout le reste, j'ai pas du tout regardé, donc je découvre. Ouais, bah, Comme très d'habitude, bien, c'est pas beaucoup. encore mieux, comme ça c'est Oh mec, naturel. on m'excuse. Des fois, d'habitude, je pas trop d'excuses, mais vraiment, septembre, octobre, je suis débordé de travail entre les vidéos et les clients. J'ai des clients presque toutes les semaines, donc vraiment, Ah j'ai bah, pas. c'est parfait mec, c'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles et moi j'aime bien quand tu poses ton cul et que tu, Et que je découvre et que tu et que je dis c'est débarques, c'est nul. c'est naturel, c'est cool. Et puis, donc, en fait, le problème, c'est à cause de l'inflation, Bruno Le Maire a annoncé le blocage du prix de 5 000 articles en magasin. Blocage des prix. Jeudi 31 août, le ministre de l'économie a annoncé que le prix de 5 000 références en magasin n'augmenterait pas ou même baisserait. Il exige une répercussion obligatoire et immédiate de la baisse des prix de gros sur les prix en rayon, ce qui devra faire l'objet de contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, encore un service de merde qui est là pour vous taxer et que vous payez avec votre fric, un service de Bercy. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le blocage des prix, Baptiste? Il faut que les gens comprennent que sur le papier, ça peut avoir l'air bien, mais que c'est pas bien. Mmh. En fait, c'est archi hypocrite. Je vous explique comment ça marche. En gros, on va vous dire, voilà, le baril de lessive, je dis n'importe quoi, ok. Le baril de lessive, il était à 3 euros, il est monté à 4, 5, 6 à cause de X raisons, hein, parce que tout monte, ok. Nous, l'État, quand je dis nous, hein, c'est pas nous évidemment, hein, nous on ne donne pas notre avis. L'État dit non, maintenant c'est 5 euros et puis c'est tout. Vous démerdez, mais c'est 5 euros, c'est interdit de faire plus. Tu vois. Le prix il est bloqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix il monte? Parce qu'il y a des raisons quand même. C'est parce que les mecs, leurs charges montent, parce que des matières premières montent, parce que, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'entreprise, toute la chaîne de celui qui crée la lessive jusqu'au distributeur, ils vont gagner moins d'argent. D'accord? Donc, puisque ça va leur coûter, eux, la hausse des prix et des matières premières, etc. Là-dessus, c'est pas bloqué, etc. Les charges, c'est pas bloqué, etc. Donc, tout ça va continuer à augmenter. Ils vont continuer à payer plus cher l'électricité, l'eau, machin, tout ce qu'il faut pour faire la lessive. Ils vont gagner moins d'argent dessus. Donc, finalement, c'est un appauvrissement de la société parce que tous ces gens-là, c'est quoi? C'est du pouvoir d'achat. C'est des entreprises qui payent des gens, etc. Donc, tous ces gens-là vont être appauvris. Vous, bah, vous allez dire, ouais, bah, c'est bien, comme ça, le baril de lessive, il continue pas à augmenter. Mais je comprends pas parce qu'en fait, s'ils veulent faire baisser le prix du baril de lessive, il y a un truc très très simple, ça s'appelle baisser les taxes. Parce que Bruno Le Maire et ses enculés, parce qu'il faut vraiment être des enculés pour parler comme ça aux gens, il t'explique que lui, son but, c'est de faire baisser le prix, de pas, que les prix montent pas à tout, genre à tout prix, entre guillemets, c'est-à-dire peu importe la solution, sauf rogner sur Ça les vaut les taxes. Ça, taxes. par contre, non. Alors, Donc en voilà, fait, on est prêt à bloquer le prix, on est prêt. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui est encore mieux? C'est que non seulement c'est un appauvrissement de toute la chaîne, comme j'ai expliqué, mais en plus, comme l'a dit Le Guise, il va falloir qu'il y ait des fonctionnaires de 4 ou 5 groupes différents qui travaillent là-dessus. Donc, qu'on va payer avec quoi? Avec de l'argent public. Donc, non seulement ça va appauvrir toute la chaîne de production, mmh, mais en plus de ça, ça va aussi coûter plus cher à la société. tout à fait. Alors que dire, il y a une TVA à 20% sur la lessive. Hein. Mmh. Donc dire, bah, on enlève la TVA à 20%, bah, très bien. Très bien. Le baril de lessive, il perdait 1 euro. Ouais, Voilà. C'est aussi simple excellent. que ça. Le baril de Et lessive à et 5 et en euros, plus, il perdait en 1 fait, euro juste avant la TVA. le blocage des prix, ça entraîne toujours soit une baisse de la qualité du produit, soit des pénuries. Je vais vous expliquer Soit des, pourquoi. soit, En soit des, soit des gens au chômage, des sociétés qui ferment, voire Parce que des pourquoi? délocalisations. Parce qu'en fait, Évidemment. admettons que Évidemment. vous vendiez le pain, que le pain, ça vous coûte 1 € à produire et que vous le vendiez 1,20 €. Une entreprise, ce qu'elle fait, c'est toujours vouloir offrir la meilleure qualité au meilleur prix pour que vous alliez acheter le pain chez elle et pas chez le concurrent. Donc le problème, c'est que lorsque le pain vous coûte 1 € à faire et que vous le vendez 1,20 €, si demain les coûts de production augmentent à 1,20 € et l'État vous oblige à continuer à vendre votre pain à 1,20 €, ce qui va se passer, c'est que soit vous allez baisser sur la qualité de production parce que vous allez prendre une farine moins chère, vous allez faire un pain moins bon pour pouvoir justement avoir une petite marge et pouvoir survivre, soit vous allez décider d'arrêter de produire du pain parce que c'est plus intéressant et c'est comme ça que ça crée des pénuries au final. Dans toute l'histoire moderne, le blocage des prix, ça a toujours entraîné la même chose, des pénuries ou une baisse de la qualité. Mais parce Il y a que deux, c'est un il y a, putain il y a- de il y a deux, pansement sur une jambe de bois. Ça n'a aucun sens de faire ça.
Mmh. C'est comme si je vous dis, mais vraiment, on est du niveau de dire: «Ah, faut faire baisser le chômage. Bon, bah, on va interdire d'être au chômage». Voilà. On est à ce niveau-là. Bah, on va interdire les sociétés de virer les gens. Voilà. Bah oui. Attendez, fallait y penser à ça. On est malin, nous. Donc, les prix deviennent trop chers. Et bah, c'est interdit que ce soit trop cher. Voilà. Ça, c'est Exactement la et c'est solution du gouvernement. C'est tout à facile, en fait. fait, la politique. C'est facile de gouverner. Même nous, on pourrait le faire. C'est de la magie! Non, mais Parce que le vraiment. bloca le bloc les prix sont bloqués, mais les coûts, ils sont pas bloqués. Donc C'est soit ils complètement baissent la con. Les taxes qualité, sont pas soit il y a bloquées, des les coûts pénuries. sont pas bloqués, exactement. C'est Exactement. complètement con. Faut vraiment, c'est la pire idée, tu sais. Et ça, Ouais. c'est pourquoi. Mais tu sais pourquoi ils font ça? Mais parce que les Français sont trop cons. On va dire que je tape encore sur les Français, mais ils font ça, ils font pas ça pour rien. Parce que Bruno Le Maire, et cetera, même s'il a l'air, c'est pas un débile mental. Tu vois? Il sait très bien que c'est de la merde ce qu'il Ah fait. bah Macron oui, aussi, il sait très bien que c'est de la merde. Simplement, il sait que la ménagère de base, elle va se dire: «Ah bah mon baril de lessive est moins cher, c'est grâce à Macron, je vais revoter pour lui». Voilà! C'est exactement. aussi simple que ça. C'est Ouais. aussi simple que ça. On Jusqu'au a une jusqu'au jusqu'au jour politique où il y aura jusqu'au d'attardés jour parce qu'on est des attardés et qu'on vote ouais, comme des attardés. C'est jusqu'au aussi jour où simple il y que aura ça. jusqu'au jour où il y aura plus de lessive dans les magasins parce que plus personne n'est intéressé par en produire parce que ça coûte trop cher Oui, par mais ils diront rapport que c'est la faute au de prix l'extrême vendu. droite et Ouais. Monique, qui a voté pour Macron, elle dira: «Ah ouais, c'est vrai, ouais». Ouais. Voilà. Par T'inquiète pas, ils exemple, voteront en toujours en fait, il y a touche, il y a il y a plein d'exemples à travers l'histoire qui nous montrent que le blocage des prix, c'est une absurdité. Il y a 2 ans, l'Argentine bloquait le prix de la viande. Les éleveurs ont alors préféré exporter. Quand le gouvernement a interdit les exportations de la viande revint dans les rayons, mais du gras avait remplacé le muscle. Donc en gros, une énorme baisse de la qualité. En évidemment. Irlande, de son côté, ils ont bloqué le prix des loyers et interdit les expulsions. Résultat, en août dernier, il n'y avait que 716 maisons disponibles à la location dans tout le pays. Les visiteurs étaient sélectionnés par loterie pour pouvoir venir visiter des biens à louer. En 2007, pour lutter contre une inflation de 9 000 le Zimbabwe décide de bloquer les prix et pénalise les entreprises qui ne s'y plient pas. La plupart décident de cesser leurs activités. Nourriture, essence, en quelques semaines, il n'y a plus rien. Un dernier, même cause et effet au Venezuela, que vous connaissez très bien. Les gens font la queue pour manger, il n'y a plus de papier toilette, etc. Au Cameroun, au Sri Lanka, tout ça, c'est dans les dernières années. Et même, l'exemple parfait, c'est l'URSS, où il y avait des blocages de prix constants et des pénuries constantes. En fait, il faut être soit stupide, soit mal intentionné pour venir faire un blocage des prix. Voilà. Et les nôtres, ils sont les 2, donc parfait. Bah, écoute, parfait, je pense qu'on a fait le tour de cette question rapidement. Ouais, ouais, c'est toujours Est-ce que tu avais on a quelque été chose à efficace. rajouter par rapport à ça? Non, tu vois, même, sans avoir eu le sujet avant, ça va, j'ai réussi à être réactif. Ah magnifique, ouais, c'est bon ça, c'est très, très bon. Moi, il faut que je me prépare. Je peux pas être, autant dans l'improvisation. Donc je te propose de passer au deuxième sujet de l'Arménie. On va faire un point sur la situation en Arménie et dans le Haut-Karabakh. Je ne vais pas vous en dire plus et je vais laisser nos invités Melkon et la présidente de l'association Ararat, que je rajoute tout de suite au live, nous en dire un peu plus. Bah, bonjour, bonjour, merci, hein. Merci de nous avoir invités. Ouais. C'est un Bonjour à vous sujet, 2. voilà, très important, Oui. ce qui se passe, c'est un sujet qui est important, pas seulement que pour les Arméniens, parce que ça peut avoir une portée, européenne et même, Exactement. française. On peut, donc voilà, on va entamer ça gentiment. Je pense que ce qu'il faut faire pour commencer déjà, c'est d'abord vous présenter. Donc Melkon, toi, tu es, journaliste, c'est ça? C'est ça. Alors, tu veux nous dire un petit peu, ce que enfin, Alors voilà, moi ce que je tu fais? suis, reporter d'image, c'est-à-dire que, D'accord, tout ce qui est reportage derrière la caméra, tout ça, journaliste reporter d'image, on appelle ça un JRI. Donc OK. voilà, j'ai couvert beaucoup d'actualités politiques et cetera ces dernières années, beaucoup de choses, aussi par rapport à l'Arménie, c'est-à-dire que j'ai même travaillé avec, des médias arméniens, du gouvernement et cetera. D'accord. Et maintenant j'ai décidé, en parallèle de ça, je me désolidarise un peu de ce monde-là journalistique, Oui, pur, on t'y encourage. pour me lancer dans des productions documentaires, avec un collègue à moi. Très bien, Voilà. et Ararat? Ouais, bah, moi, je suis la présidente de l'association que j'ai montée il y a un peu moins d'un an aujourd'hui. Heu, voilà, donc j'ai créé une collection de t-shirts et aussi de mantilles que je couds entièrement à la main et du coup, je les revends sur un site et à profit de différentes associations qui viennent en aide à l'Arménie, voilà, parce Alors que du moi, coup en fait, comme je suis toute seule, j'ai pas de bénévoles sur le terrain, donc du d'accord. coup, les fonds que je récolte à travers la vente de t-shirts, de sweats et de mantilles, eh ben, je les redistribue à différentes associations. OK, très bien. Justement, tu vas pouvoir nous en dire plus un peu plus tard. Melkon, je pense que c'est bien de revenir, avant qu'on parle du sujet et tout, vraiment à la base de la base. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en Arménie, depuis, ces dernières années, depuis le début, on va dire, du conflit jusqu'à, en essayant d'être bref, mais voilà, essayer de nous résumer un peu tout ça jusqu'à la situation où on est aujourd'hui.
Alors, on va pas aller très très loin, on peut commencer ça dans les années 90. Dans les années 90, il y a le premier conflit entre les forces séparatistes arméniennes et azerbaïdjanaises pour le contrôle du Haut-Karabakh, en arménien Artsakh. Voilà, c'est pour ça c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs noms, etc. Haut-Karabakh, c'est On peut dire français, le Haut-Karabakh. Artsakh. Haut-Karabakh, Artsakh, c'est plus court, c'est le nom arménien. Ouais, c'est On est dans une région où l'Arménie, elle est là depuis des milliers, enfin, elle est là depuis des centaines et des centaines d'années. C'est le premier pays chrétien au monde. Il y a eu un très grand empire qui s'étendait jusqu'à la moitié de la Turquie actuelle. Donc on est sur quelque chose d'assez grand, mais qui a, de par les années, de par le génocide en 1915 et de par les guerres, perdu du territoire. Et maintenant, elle se bat pour essayer de garder et de préserver ce qu'elle a, ce qui lui reste en fait. Dans les Dans cette années région, 90, dans cette région, il n'y a que des Arméniens qui y vivent. dans le Du Haut-Karabakh. Haut-Karabakh, oui, bien sûr. Ouais, en Oui, Artsakh, Mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, le Haut-Karabakh, la capitale s'appelait Chouchi, c'était vraiment le centre civilisationnel de l'Arménie. Mais est-ce C'était que ça vraiment appartenait officiellement à l'Arménie dans les années, quand tu nous parles des années 90 là, 80, Bah, pardon. c'est-à-dire qu'avant, c'était l'URSS. Donc D'accord. avant, c'était sous égide de l'URSS. ouais. Et après, en fait, c'est Staline en fait, qui a donné officiellement cette partie-là à l'Azerbaïdjan pour le fameux diviser pour mieux régner. En fait. Donc à la fin de Exactement. l'URSS, le Haut-Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan. Officiellement, c'est-à-dire que c'est un territoire officiellement reconnu par les instances azerbaïdjanais qui est peuplé à 100% d'Arméniens. Et il ne faut pas oublier que c'est pas juste un endroit comme ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a un président de la République Artsakhiot, Une sorte de république autonome alors. c'est ça, qui a demandé son indépendance et qui a eu d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était le 4, on a fêté l'indépendance de l'Artsakh qui avait été autodéterminée. Ça, c'est reconnu par qui? Pas par l'Azerbaïdjan, j'imagine. Ah bah non, mais même pas par beaucoup de monde du tout. Hein, Et donc c'est auto-déclaré une indépendance. c'est une autodétermination, voilà. C'est dans Alors le droit, attends, juste que j'essaye pour que les gens. Je pense se que perdent Baptiste, pas. juste pour te résumer ça, en fait, tu as l'Azerbaïdjan. Non, mais moi je connais la situation. T'as l'Arménie. Ah, tu veux Louise. expliquer, vas-y. C'est pour que les gens. J'essaye d'aller dans l'ordre pour que les gens suivent. Très bien. ouais. En gros, ce que tu nous expliques, c'est que dans les années 80-90, Il y a une guerre. après la chute de l'URSS, donc le Haut-Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan, puis s'en est suivi une lutte de forces séparatistes qui voulaient l'indépendance du Haut-Karabakh, c'est ça, et qui l'ont donc obtenu, mais pas officiellement. Alors ça le fait que le Haut-Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan, c'est pas à la chute de l'URSS, hein, j'avais dit ça sous Staline, hein, donc c'est vraiment beaucoup plus d'accord, en ok. arrière. Voilà. Ouais. Mais donc il y a eu une guerre dans les Oui, années mais ce que je veux 90. dire, c'est qu'une fois l'URSS partie, pardon, c'est vrai, d'accord, une fois l'URSS partie, le Haut-Karabakh avait été reconnu par l'URSS comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Donc à partir du moment où chaque pays devient indépendant, le Haut-Karabakh faisait partie donc officiellement d'Azerbaïdjan. Et c'est là qu'ils ont demandé leur indépendance en fait, Voilà, en tant ok. que pays autodéterminé. Voilà. Et donc s'en est suivi une guerre alors pour Une l'indépendance. guerre que les forces arméniennes ont remportée. D'accord, ok. Et en fait, en remportant cette guerre, ils ont sécurisé leur territoire. Ils ont même récupéré des territoires aux alentours, etc., pour sécuriser leur place. Et en fait, à partir de là, il y a eu énormément de corruption en Arménie, au Karabakh, etc., qui ont mené à un affaiblissement économique et militaire. Et pendant ce temps, l'Azerbaïdjan découvre des gisements pétroliers, se renforce. L'Azerbaïdjan, voilà, c'est là. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est voilà, vraiment le business du caviar. Vraiment, enfin, voilà, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça même qu'ils sont Moi, très j'ai durs déjà à été en sanctionner. Azerbaïdjan en plus, donc je connais. Voilà. Très friand des compétitions sportives à travers le monde, que ce soit la F1, le bodybuilding, comme tu as pu. J'ai pas fait de bodybuilding, mais j'ai fait du powerlifting, moi. Et oui, les compétitions de force, très très fort en Azerbaïdjan. Ah ouais. Donc voilà, ils se sont énormément armés et ils ont préparé pendant 20 ans, pendant 30 ans, ils ont préparé la Deuxième Guerre pour, selon eux, récupérer leur territoire. Et c'est ce qui s'est passé en 2020, 5000 morts du côté arménien. Et ils ont récupéré la majorité des territoires autour de la capitale de l'Artsakh. Et maintenant, il reste qu'un bout de ce territoire arménien entouré d'Azerbaïdjanais. Et après, voilà. Ça, c'est le côté historique. Vraiment. Okay, alors, en fait, à la chute de l'URSS, c'était à l'Azerbaïdjan. Ensuite, l'Arménie l'a récupéré. Et récemment, l'Azerbaïdjan l'a récupéré. Non, l'Arménie ne l'a pas récupéré. C'est devenu indépendant. Okay, là, on parle. Pour l'instant, on parle. L'Arménie, c'est un pays, c'est un pays à part. C'est faux de dire ça parce que l'Artsakh et l'Arménie, c'est vraiment l'Artsakh, c'est une région, comme une région de France, on va dire. On fait pas, enfin voilà quoi. J'essaie de faire ce lien-là, mais c'est un peu plus compliqué.
ce serait comme si de dire que c'est les Bretons français. Enfin, j'essaye un peu Non. de faire un En fait, parallèle. là, quand tu dis que les forces arméniennes, justement, ont réussi à sécuriser des territoires, ils l'ont pas intégré à l'Arménie, ils les ont laissés indépendants. Non, voilà, ils voulaient leur indépendance, Ok. mais il faut savoir que c'est pas une indépendance en opposition à l'Arménie. C'est pas comme une indépendance corse qui est là et qui Ouais. veut se détacher du pays, etc. C'est vraiment limite une volonté de s'autodéterminer pour éventuellement rejoindre l'Arménie après. Très bien. On est vraiment sur... Il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a pas de conflit entre les Arméniens et cette enclave-là. Ok. Je te propose de nous expliquer la situation d'actualité, maintenant que tu as posé les bases. Alors, je vais vraiment vous parler d'actualité très très chaude sur ces derniers temps. C'est-à-dire que ces derniers temps, il y a Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, président des LR, Anne Hidalgo aussi, c'était quelque chose qui était mené par Anne Hidalgo, de se rejoindre, d'aller au Haut-Karabakh avec des convois humanitaires de camions, une dizaine de camions remplis de vivres humanitaires, etc., pour un soutien moral, etc. Alors pourquoi ? Parce que le petit territoire d'Arméniens qui reste après la perte de la guerre, l'Azerbaïdjan en fait veut asphyxier cette partie-là pour la récupérer. Alors bien évidemment, ça fait un peu gros sur l'échelle internationale de tous les envahir et de tous les massacrer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué toutes les routes d'approvisionnement qui sont autour de ce petit territoire-là, que ce soit les routes qui relient à l'Arménie pour les denrées alimentaires, etc. Et ils ont fait un blocus qui dure maintenant depuis bientôt 260 jours, on est bientôt à 260 jours de blocus, et qui mène à une famine en fait. Il mène à une famine. L'Azerbaïdjan, ils veulent pas récupérer ce territoire d'un point de vue administratif, parce qu'officiellement, ça appartient actuellement à l'Azerbaïdjan pour la communauté internationale. Ils veulent le récupérer d'un point de vue concret, que ce soit des Azerbaïdjanais qui vivent là. C'est ça, et ils veulent chasser les Arméniens, voilà, ils veulent absolument les chasser. Ce qui est... En fait, là, on va parler de choses assez objectives, on va dire, parce que c'est parce que moi, certes, je suis d'origine arménienne, mais je parle pas, je mets la casquette objective, on va dire. C'est que tout ce que je vais dire, les propos qui ont été tenus par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sont des propos vérifiables. C'est ce que je disais, c'est que la diplomatie dans cette région-là, c'est une diplomatie beaucoup plus violente. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de phrases jolies. C'est-à-dire que quand le président azerbaïdjanais dit à la fin de la guerre de 2020, on va chasser tous les Arméniens de ce territoire comme des chiens, il le dit clair et net, c'est vérifiable sur Internet. Voilà, on va chasser les Arméniens comme des chiens, on va les tuer jusqu'au dernier, etc. Enfin voilà, on est vraiment sur... c'est complètement assumé, quoi. Ça ne cache pas de vouloir un génocide des Arméniens de cette région-là. Voilà, c'est pas un Arménien d'origine qui vous dit ça pour voilà. Non, c'est vraiment, vous pouvez faire vos recherches, tout ce que je dis est prouvé. Donc on est vraiment voilà sur un. Mais j'imagine qu'il y a la même véhémence de la part des Arméniens envers les Azéris alors sur ce territoire. Alors j'imagine que quand ils ont voulu leur indépendance, les séparatistes, et qu'ils ont fait la guerre, c'est bien en tuant tous les Azéris qui étaient présents. C'est pas juste en leur disant allez maintenant faut partir. Ah oui, mais c'est une guerre entre armée et militaire. C'est-à-dire que là, le territoire du Karabakh, on s'attaque vraiment à des civils, à 120 000 Arméniens qui sont dans cette enclave, qui sont 120 000 civils. L'Arménie n'a jamais fait des attaques contre 120 000 civils azerbaïdjanais ou ce genre de choses. Alors la guerre, il y a ces atrocités dans la guerre, faut pas être non plus dans un cliché. Il y a comme si qu'il n'y a jamais eu de civils qui ont été touchés, c'est pas vrai. Pendant la guerre, c'est la guerre, mais là, on est censé être dans un cessez-le-feu. Okay. Et juste une parenthèse, azerbaïdjanais et azéri, c'est équivalent. Oui, c'est ça. C'est comme français, François. C'est marrant. Voilà, c'est ça. Les Azéris habitent en Azerbaïdjan. Donc voilà, on est dans cette situation-là au Karabakh où il y a des pénuries de gaz, d'électricité. Bien évidemment, il y a très compliqué pour les denrées alimentaires. Il y a quelques jours, on a appris qu'il y a plusieurs heures de queue pour aller chercher du pain. Ouais. Et surtout qu'à la fin de ces plusieurs heures de queue, il n'y a même pas de pain en fait. C'est-à-dire que les gens font limite la queue pour rien. On voit des vidéos où des grands-mères ou des enfants s'évanouissent dans la salle, dans les files d'attente parce qu'ils sont en manque, etc. Et depuis, comme ça fait bientôt 260 jours, ça prend le temps pour un pays, parce que c'est comme si c'était un petit pays, ça prend le temps pour que ce pays-là tombe en famine. Il faut vraiment que petit à petit les denrées se fassent de plus en plus rares, etc. etc. Il y a la sécheresse de l'été aussi qui n'a pas aidé pour l'eau. Il y a de moins en moins d'eau aussi en Artsakh, etc. Je dis souvent Artsakh au Karabakh, il faut comprendre que c'est la même chose. Oui, on entend. Je reprécise au cas où. Mais donc voilà, et automatiquement, voilà, il y a des problèmes de toutes ces denrées-là. Et donc ce blocus, c'est un blocus militaire alors ? Alors en fait, voilà, c'est les Azerbaïdjanais, les militaires azerbaïdjanais qui sont aux endroits, le corridor de Lachin, c'est comme ça qui appelle le corridor qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie. Ils ont bloqué cette route-là avec des militaires, etc. Pour
pour asphyxier le pays. Tout ça sous les yeux des gardes frontières russes, bien évidemment, qui étaient Je censés faire la sécurité dans la région. crois qu'au début, ils avaient envoyé des faux manifestants écolos pour bloquer les routes. Alors au tout début, l'Azerbaïdjan avait envoyé et même payé des étudiants azerbaïdjanais pour faire vraiment une sorte de manifestation écologique en disant que parce qu'il y a des mines d'or quand même dans cette région-là, et en disant que les Arméniens exploitaient les mines d'or de manière non écologique. En plus, ça a été prouvé que c'était faux. Et ils ont fait une manifestation en disant on bloque le pays, c'est des salauds, c'est pas des écologistes. Bon, on va pas revenir sur l'Azerbaïdjan et tout ce qu'ils font en termes de non-écologie, mais bon, on n'est même pas là-dedans, là. Là, on n'est même pas là-dedans. Mais donc, mettre ça sous couvert de manifestation, c'est un peu plus entendable. Et après, les manifestants, après quelques mois, ont dégagé. Et là, maintenant, c'est des soldats armés qui sont là. Ok, donc le Haut-Karabakh, c'est une enclave qui est en Azerbaïdjan. Bien sûr, les Azéris, ils veulent pas commercer avec eux, leur envoyer des produits ou quoi que ce soit. La seule solution qu'ils ont, de manière générale, c'est aller chercher des produits en Arménie. Et là, comme ils bloquent la seule route qui permet de les relier à l'Arménie, ils sont dans des situations de pénurie. Il y a quelques jours, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même la communauté internationale qui est indignée. Alors ça, quand on entend que la communauté internationale qui est indignée, ça veut dire quoi? Rien. Ça veut rien dire. Absolument rien. Alors on parle de la Cour de justice, Cour pénale internationale, la Cour de justice de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., l'ONU, etc., qui a dénoncé l'Azerbaïdjan. Il ne se passe rien. C'est vraiment, ils parlent pour rien. Tous les pays, que ce soit même Charles Michel, la France, etc., disent je suis indigné, on est indigné, mais globalement, il ne se passe rien. Après, la France, voilà, c'est le seul pays qui a envoyé des camions, qui essaie quand même de faire des choses. Ils les laissent rentrer, les camions, quand ils veulent passer? Alors non, justement. Là, c'est un blocus, c'est-à-dire que là, les camions restent bloqués à l'entrée. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ça. Excuse-moi, mais donc toi, à Ararat, ce que tu fais, donc les fonds que tu lèves, tu les envoies à des associations qui sont déjà présentes sur le territoire. Au fait, j'envoie à différentes associations. Donc avant, j'envoyais à Solidarité Arménie, et donc du coup, je profite aussi pour parler d'eux parce qu'ils font quand même un travail. Ils sont vraiment très présents sur le terrain et ils sont vraiment très efficaces. Maintenant, du coup, j'envoie une association c'est une organisation au fait qui est en Arménie et qui s'occupe de former la jeunesse arménienne à toutes les techniques de combat. Donc, par contre, ils forment les jeunes civils et je pense que c'est super important parce que, sans une jeunesse qui est préparée, qui est féroce et qui est vraiment entraînée, on ne pourra pas s'en sortir, au fait. Donc, c'est pour ça que on dirait que tu parles de la France. Alors, du coup, j'en profite pour... Au fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'immigration, c'est le même combat. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai fait exprès de te lancer là-dessus pour quelques gens de pourquoi tu n'apparais pas avec ton vrai visage. Parce que c'est vrai que chez nous, sur Radio Diction, on demande absolument à tout le monde d'apparaître avec son vrai visage, sauf des raisons qui sont réelles. Donc toi, comme tu travailles avec, notamment en envoyant de l'argent à des milices privées, etc., à des organisations paramilitaires, on préfère. En fait, en France, on peut considérer que c'est des milices, mais en Arménie, ce n'est pas des milices. C'est une organisation qui est claire, qui est très nette, qui fait un travail remarquable, et de toute façon, je vous enverrai le lien, comme ça, tout le monde aura l'occasion. En description, on va vous mettre le Instagram de Ararat, comme ça vous pourrez aller. Mais après, si je ne veux pas montrer... au fait, je pense que ce n'est pas utile, parce que je pense qu'à partir du moment où on soutient l'Arménie... peu importe que ce soit, je sais pas, un vieux moustachu ou moi, c'est pareil au fait. Donc, quand on est adhérent... Non, mais après, ça, c'est pas la question. Nous, on aime que les gens assument leurs propos toujours et montrent leur visage quand ils ont un point de vue sur un sujet n'importe lequel. Et on n'invite pas les gens qui veulent pas mettre leur visage, comme j'ai dit, à part pour des situations où là, on a considéré que voilà, ça pouvait... tu pourrais avoir mais je pense que c'est une cause on n'a pas besoin. Au fait, c'est un idéal. On n'a pas besoin de montrer son visage. De manière générale, c'est bien d'un point de vue marketing, mais toi, je pense qu'il y a une raison plus concrète qui est sécuritaire, qui fait que tu ne montres pas ton visage. Et toi, tu dis que c'est pas ton problème, mais après ton but c'est de lever des fonds. Donc après, le marketing, c'est ce qui te fait lever des fonds. C'est-à-dire que si tu sais pas parler aux gens, si tu sais pas communiquer, tu auras moins d'argent pour ta cause. Donc
tu peux t'en foutre, mais il faut pas. Je te conseille de plutôt Bah, t'intéresser à moi, savoir je comment suis tu pas vas tout pouvoir à fait faire le d'accord mieux. avec ça, parce Et que donc je là, pars en du fait, principe que je te donnais une porte de sortie, une excuse du fait de ouais, ne pas montrer ton visage. Tu aurais dû la saisir. Tu aurais dû la saisir plutôt que de dire non, non, on s'en bat les couilles. Tu aurais dû la saisir et dire oui, c'est pour ma sécurité. Comme ça, les gens comprennent, n'ont pas bon, l'impression que ouais, c'est toi OK. qui assume pas ou quoi. Non, Je mais pense, par contre, je sincèrement, pense qu'en plus, c'est une des raisons. Ouais. non, mais c'est marrant parce que j'en ai parlé déjà plusieurs fois parce que, au fait, c'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent parce qu'au fait, au début, on me prenait très souvent pour un homme. En soi, ça me gêne pas, je m'en fous parce que, encore une fois, c'est pas la question. Mais voilà, je pense que à partir du moment où tu défends l'Arménie, où tu défends un idéal, où tu défends la première nation chrétienne du monde, que ce soit un homme ou une femme derrière, enfin, c'est Non, pas mais la c'est bien question, en fait. d'incarner ses Hein. idées, peu importe Non, la, c'est la très- en fait, le religion. truc, Voilà, c'est qu'il tout y à a, fait. il y a- 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 il y a ton principe à toi, et puis il y a le réel qui est le Voilà. marketing, le commerce, et ça a un impact Et aussi Peu, sur bah, la ils vont s'adapter, c'est visibilité, pas la, grave. la- la- peu la levée de importe. fonds. Mais après, c'est un choix personnel, et puis c'est très bien comme ça aussi. Peu Hein, importe. Moi, ma question, du coup, c'était de savoir, donc là, finalement, les fonds que toi, tu lèves, ils vont donc Mhm, en Arménie pour fonder, comme tu mhm. l'as dit, des milices, etc., dans le but, dans le futur, s'il y a un conflit rééclate, etc., pour libérer le Haut-Karabakh ou Bah, quoi, de d'avoir toute de l'argent. façon, de toute façon, Melkon, il va vous en parler encore un peu mieux après, mais c'est incessamment sous peu. Enfin, là, j'ai fait des dernières stories où on voit des mouvements qui sont quand même un peu inquiétants. Donc oui, je pars du principe qu'à partir du moment où si tu peux pas former, si ta jeunesse elle est pas formée, que ce soit psychologiquement ou même physiquement, parce que on peut pas au fait gagner un combat si jamais la jeunesse elle est pas formée physiquement et prête à aller au combat. Et à partir de ce moment-là, il faut les financer. Et du coup, c'est une organisation que je finance. Mais je vous enverrai le lien et vous verrez. Oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, c'était pour expliquer aux gens que tes fonds, Mhm. tu peux pas. Parce qu'en fait, moi, la question que j'avais au début, c'était Mhm. rien ne rentre au Karabakh à cause du Mhm. blocus. Donc finalement, où va l'argent que tu lèves, puisque Mhm. tu peux pas leur envoyer d'aide, puisque tout est bloqué. Donc on comprend maintenant à quoi servent les fonds que tu lèves, etc. Et on est d'accord avec toi. Moi, je partage ton point de vue. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, de point de vue de votre combat, c'est intéressant de faire ça. Et donc, tu nous disais que incessamment sous peu, les choses devraient bouger. Qu'est-ce que tu en penses, Melkon? Alors, bah, on va encore une fois se baser sur de l'actualité très 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 chaude, c'est-à-dire que ce week-end, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive sur le territoire souverain de Mhm. l'Arménie. Parce que là, on parlait du Haut-Karabakh, c'est Là, une on n'est région plus sur le disputée. Karabakh. Très bien. Là, on va sur l'Arménie, l'Arménie reconnue internationalement, pays, Oui, oui. etc. Voilà. Donc, il faut savoir qu'actuellement, les soldats azerbaïdjanais contrôlent du territoire arménien. Quelques kilomètres dans le sud de l'Arménie, ils ont fait des percées et ils contrôlent déjà du territoire arménien complètement. Il y a de ça quelques jours, il y a eu 3 morts, 3 soldats arméniens tués de par, des tirs, des drones et cetera. Ça tire très, très souvent, c'est-à-dire que c'est une région très instable où, que ce soit au Karabakh ou en Arménie même, ça tire tous les 2 jours, ça tire. Ah Et ouais. et l'Azerbaïdjan dit que c'est l'Arménie dit que c'est l'Azerbaïdjan, c'est vraiment là, c'est un voilà, Donc là, il y a ça une, tire clé- tous les il y a jours. une claire violation des lois internationales. Mais les violations, c'est en fait, on est dans une autre région, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où c'est un peu du grand n'importe quoi, où ça tire tout le temps, où c'est vraiment, ça peut être n'importe qui tire sur n'importe quoi, enfin voilà, c'est très, très mal défini. Pourtant les frontières ont été définies, hein, internationalement. Et donc, l'Azerbaïdjan, depuis maintenant quelques jours et continue encore, il y a même pas quelques heures, à amasser des troupes Aux dans le sud frontières de de l'Arménie. l'Arménie, dans le sud de l'Arménie, mais c'est terrifiant. C'est vraiment, c'est comme, la Russie quand ils amassaient les troupes pour l'Ukraine, hein. On voit des chars qui commencent à être déployés et on n'est pas à l'abri d'une attaque, azerbaïdjanaise sur le territoire souverain de l'Arménie. Dans les heures ou les jours qui viennent, c'est possible. Parce qu'un tel déploiement, même de la mobilisation humaine, il y a des vidéos et cetera, tout est vérifiable partout. Sur Telegram, il y a des canaux, il y a pas un machin, on voit des jeunes Azerbaïdjanais qui se font mobiliser, Ok. qui sont Et pas là, des en fait, il n'y a soldats. pas d'intérêt de la communauté occidentale, des pays occidentaux, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt économique ou stratégique à intervenir, j'imagine. Si, il y a un intérêt économique et stratégique, mais faut pas oublier qu'on en a peu parlé, mais que tout ça, ça reste quand même sous l'égide de la Russie. C'est-à-dire que la Russie, elle contrôle le territoire. Elle a énormément de soldats qui sont là-bas, au Karabakh, mais elle est de plus en plus du côté de l'Azerbaïdjan. On aura l'occasion d'en reparler parce que Pourquoi? l'Arménie, c'était censé être la petite sœur de la Russie. Hein, l'Arménie, c'est censé être vraiment voilà, la petite sœur. La Russie était toujours soi-disant le grand défendeur de l'Arménie, etc. Mais il y a eu énormément il y a eu plein de points depuis ces dernières années qui ont fait que la Russie s'est désintéressée et rentrée en conflit un peu avec l'Arménie, entre guillemets. Si vous voulez À qu'on en cause parle de quoi? maintenant, voilà. Oui, bah, Alors, on y est, ouais, donc ouais, voilà. Donc, déjà, en 2018, il y a eu un premier ministre qui est arrivé au pouvoir en Arménie de par une révolution.
une révolution de velours. C'est-à-dire que ça a été une révolution non violente. C'est comme un peu les gilets jaunes, sauf que là, ça a marché. Et que globalement, le président en place, il a dit « bon, je laisse ma place », etc. etc. Ok. Donc, le patron de cette révolution-là est devenu le Premier ministre. Le Premier ministre en Arménie, c'est la plus haute... le président est devenu représentatif depuis quelques années. Donc, D'accord. voilà. Et il s'avère que ce Premier ministre-là, il n'est pas pro-russe, parce que les autres étaient pro-russes. Il n'est pas pro-russe, il est plus pro-occidental et il est plus démocrate, on va dire. C'est plus quelqu'un qui veut changer, qui veut enlever la corruption et qui veut faire un peu une Arménie à l'européenne, on va dire. Et ça plaît pas à la Russie. Enlever la corruption, faire une Arménie à l'européenne. Alors là, il y a un truc. Il y a un paradoxe. Dans ce que tu viens de dire, je pense qu'on est. L'Union européenne est un des systèmes politiques les plus corrompus au monde. Donc, mais la corruption pour aller vers une autre. Pour adopter vers une corruption plus cachée, on va dire. Parce que, En fait, là, tu nous décris son message, mais tu n'es pas forcément d'accord avec son message. C'est simplement un point de vue. C'est simplement ce qui s'est passé concrètement. Quoi. Là, je décris en objectivité. Quoi. Voilà. Mais donc, il veut s'approcher, on va dire, des pays européens, veut même s'approcher de l'OTAN. Donc ça plaît pas à la Russie. On a vu ce que ça fait avec l'Ukraine et même la Géorgie, ce que ça a donné. Et automatiquement, c'est même rentré directement en conflit avec Poutine même par rapport au gaz, etc. Parce que la Russie a vraiment toutes les ressources naturelles, le gaz, etc. en Arménie, c'est la Russie qui gère presque. Les grosses entreprises, énormes entreprises russes en Arménie, etc. Donc, est-ce que ce Premier ministre, il voulait se distancer de cette c'est Russie. ça. Okay. Automatiquement, il veut se distancer de sa Russie et devenir un peu plus démocratique, entre guillemets. Donc automatiquement... Poutine, il a du mal à parler à ce Premier ministre-là, il a plus de facilité à parler avec un Azerbaïdjan qui est plus, lui, dans... Qui veut travailler avec la Russie. C'est une dictature, l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est une dictature assez... Ils sont, de toute façon, c'est de père en fils, là-bas, le pouvoir. Okay, ouais. Ilham Aliyev, le fils de Haïdar Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, jusqu'à ce qu'il décède, etc. Donc, ils se parlent, en fait. C'est des gens qui ont le même langage. Ce Pachinian, Nicole Pachinian, qui était le Premier ministre, qui est toujours le Premier ministre arménien, lui, il a voulu se la jouer un peu à l'européenne, donc déjà, c'est le premier point de rupture, automatiquement. Complètement, ouais. Et j'ai une question pour toi un peu con, mais très concrète. Si l'Occident peut envoyer des centaines de milliards à l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas envoyer 1 million à l'Arménie ou 10 millions à l'Arménie? C'est une bonne question. J'en sais rien du tout. Non, mais je pense qu'à partir du moment où l'Europe, elle achète du gaz à l'Azerbaïdjan, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un petit problème quelque part. C'était le cas avec la Russie aussi. Voilà, après l'Ukraine c'est plus proche de l'Europe, donc automatiquement, se sentent plus concernés, etc. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez espoir d'un soutien de l'Occident ou non, c'est fini? Moi, je vois... Excuse-moi, mais moi, je vois un énorme parallèle entre la Crimée et le Haut-Karabakh, parce qu'en fait, la Crimée, c'est une région russe qui a officiellement appartenu à l'Ukraine, des gens qui se reconnaissent russes, qui ont voté pour être indépendants de l'Ukraine et appartenir à la Russie, et à qui l'Ukraine a refusé son indépendance, a attaqué, ce qui a mené à la guerre, enfin, qui est une des raisons qui a mené à la guerre en Russie. Donc, le parallèle, il est tout fait avec le Haut-Karabakh, et c'est marrant, parce que aujourd'hui, l'Arménie semble être en opposition avec le gouvernement russe, qui a été pourtant dans la même situation elle-même avec la Crimée, et qui n'a pas reçu de soutien. L'Arménie n'a jamais apporté soutien à la Russie dans cette. Je pense que cette opposition, elle se fait sur d'autres sujets, plus sur le contrôle de la Russie et des ressources en Arménie. Non, c'est pas le problème. Je te dis juste qu'il y a, en fait, c'est un peu le retour de bâton aussi, quoi. Tu peux pas refuser. En fait, tu peux pas dire que c'est indépendant quand ça m'arrange et pas quand ça m'arrange pas, parce que pour le coup, les Criméens, c'est exactement la même situation que le Haut-Karabakh. Tu vois. Okay. Et la communauté internationale est vent debout du côté de l'Ukraine et vent debout du côté de l'Ukraine. Et donc là, on voudrait qu'il soit vent debout du côté de l'Arménie, alors que si on fait un parallèle entre la Russie, l'Ukraine et l'Arménie-Azerbaïdjan, l'Arménie, c'est la Russie. Ouais, mais l'Ukraine. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si pour la Russie, la Crimée, c'est la Russie, le Haut-Karabakh, ça devrait être l'Arménie de leur point de vue aussi, s'ils suivent leur logique. De ce que je comprends, de ce que tu viens de nous expliquer, c'est que ce Premier ministre d'Azerbaïdjan occidentaliste qui n'a pas apporté son soutien à la Russie à ce moment-là, il ne faut pas qu'il s'attende à un soutien de la Russie maintenant. Exactement, c'est ça. Et donc, et aussi, par exemple, un exemple très concret, il y a l'équivalent de l'OTAN pour la Russie, ça, je pense que vous le savez, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est l'OTSC ou l'OSTC. Oui, l'Alliance. Attends, c'est quoi déjà en français? Attends, en français, c'est l'Alliance russo... Non, comment on appelle ça?
J'ai oublié. J'ai pas l'acronyme, mais il y a un Oui, équivalent oui. il y a l'équivalent Oui, d'un Oui, c'est ok. OTAN, l'alliance militaire des pays de l'Est. voilà, des anciens pays de l'Union soviétique. Et l'Azerbaïdjan ne fait pas partie de cette alliance-là. Et le 13 septembre 2022, là j'ai noté ça, donc l'Azerbaïdjan a lancé une grande attaque contre l'Arménie, contre le territoire de l'Arménie. Il y a eu 200 morts côté arménien en 2022. Et automatiquement, l'Arménie même est allée voir ses copains russes, biélorusses, kazakhs en disant eh oh, mais là, l'Azerbaïdjan a attaqué notre territoire. Là, on parle plus du machin. Il y a 200 morts, machin. Je vous coupe pour donner l'information à nos Mhm. auditeurs. C'est l'Organisation du traité de sécurité collective. Collective, voilà, c'est ça. Ah. Et donc, normalement, il doit y avoir une force de cette organisation-là qui envoie des troupes en Arménie, logiquement. C'est comme si que demain, on attaquait la Pologne et que Oui, personne ne j'entends. réagissait. Voilà. Et donc, c'est même pas que ils ont été frileux de ne pas envoyer des troupes parce que ça pouvait engrainer quelque chose, etc. C'est que certains dirigeants de cette organisation-là ont dit oui, mais en fait, l'Azerbaïdjan, c'est notre ami, en fait. C'est notre. Parce qu'en fait, il y a le président biélorusse Loukachenko qui a même dit Aliyev, le président, c'est mon homme, enfin, c'est notre homme, en fait. Parce qu'on est dans une grande mafia, un peu comme dans une grande mafia. Ça, c'est mon gars, en fait, il gère mon gaz, etc. Donc, en fait, on s'en fout un peu de toi, gentiment, hein, mais. Pour moi, la Et- petite subtilité, c'est que c'est quand même délicat pour Poutine de se ranger du côté d'un gars qui dit ouvertement qu'il veut tuer tous les Arméniens. Oui, mais ce gars-là, en l'occurrence Aliyev, il sert à Poutine pour faire passer son gaz Ouais. en Europe. En fait, Ok, parce on que est d'accord il- que le point, je le répète, mais tu l'as déjà dit avant, mais je pense que c'est vraiment important. Ce mec-là, c'est un gars qui dit qu'il veut tuer tous les Arméniens de cette région, qui veut virer tout le monde ou les tuer. Les phrases, elles sont trouvables sur Internet Ouais, sans aucun ok, problème. d'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, Poutine, il fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'en fait, il voit les intérêts russes et c'est tout, en priorité. Voilà. Il fait passer les intérêts russes. Et en fait, là, le vrai problème qui se pose, c'est que l'Arménie étant normalement dans une alliance militaire, et ben, en fait, ils n'ont pas eu. En fait, finalement, c'est du fake, tu vois, puisque finalement, les intérêts économiques ou les intérêts du peuple russe passent avant. C'est toute la question. Et en fait, c'est une question limite philosophique qui est super importante de savoir de la façon dont tu gouvernes. Est-ce que tu gouvernes pour ton peuple avant tout? Est-ce que toi, en tant que président français, tu t'occupes d'abord des Français avant tout? Pareil pour les Russes. Ou est-ce que la solidarité envers des peuples alliés, amis ou autres, ou humanitaires, peu importe, doit passer avant? Parce que très clairement, là, la Russie, ils ont le choix. Prendre le parti de l'Arménie et respecter leurs accords militaires, etc. Mais ils y perdent. Ils y perdent économiquement, ils y perdent, le peuple russe va y perdre. Ou alors, faire passer le peuple russe en priorité, mais trahir, parce que finalement, c'est une sorte de trahison, trahir le pacte de l'Alliance arménienne. Mais si tu te mets, si tu fais passer la France en premier, admettons, ok, et que demain les Wallons disent ouvertement qu'ils veulent tuer tous les Flamands, c'est quand même compliqué de se ranger derrière les Wallons. Tu sais, il y a quand même une limite. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais la preuve en est. Je veux dire, regarde, je vais te dire un truc. Je vais revenir sur la Crimée. À quel moment la France a défendu la Crimée? Jamais. Jamais. L'intérêt, il est en Ukraine. On défend l'Ukraine. Ils s'en battent les couilles de savoir qui a raison, qui a tort. Non, mais ça, après, c'est pas nouveau que chacun défend ses propres intérêts et que la morale, Voilà, ensuite, exactement. n'a rien à foutre, en fait, hein. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend parce que typiquement, envoyer des milliards de dollars de fonds à l'Ukraine, faire des blocus contre la Russie, etc., ça a été un désintérêt total pour le peuple français. On a fait passer la cause soi-disant internationale et les magouilles, tu vois, avant. Donc, Mais on est d'accord que c'est ultra intéressant pour les Américains et les Français suivent les Américains. Qui dirigent certainement. l'OTAN. Bah après, les Américains, ils ont envoyé 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Je pense pas que ce soit hyper intéressant pour eux non plus. Ouais, je comprends. Tu vois, bon, c'est toujours, faut voir. Là, le truc, c'est que nous, typiquement, là aujourd'hui, la France, nous qui n'avons pas d'intérêt économique en jeu avec Azerbaïdjan, je me trompe, Melkon, tu me corriges Non. si je me trompe. Nous, pour La le France coup, n'achète on pas a de une gaz alliance- en Azerbaïdjan. Mais on l'Europe, a une alliance historique avec l'Arménie. C'est Ils ont pareil. déjà fait une fois, etc. Ils ont combattu avec nous en 14, etc. Je pense que rien ne nous empêche en vérité de taper du poing sur la table et on est un peu les seuls qui pouvons le faire. Logiquement, Alors, si la France permet- avait Attends, je finis juste et je te laisse, Ararat. Si Ok. la France avait sa réelle place en Europe, celle qu'elle devrait avoir comme première puissance militaire de l'Union européenne, je rappelle, etc., et comme la place qu'elle a toujours eue, c'est-à-dire troisième bloc entre l'Union soviétique, entre guillemets, l'Est et l'Ouest, logiquement, elle, qui n'a pas d'intérêt économique avec Azeri, pourrait avoir une vraie place de diplomate, dire imposer par la force un cessez-le-feu et mettre sur la table une véritable diplomatie en disant nous, on n'a pas d'intérêt là-dedans, ni à gauche ni à droite, on peut parler et pas dire ah ben non, c'est aux Russes de se démerder, alors que les Russes, ils sont
coincés entre leurs intérêts économiques et leur alliance militaire. Tu vois, finalement, c'est pas à eux de le faire en fait. Ils peuvent pas. Ils sont vent et prenant d'un côté, tu vois. Ça serait à la France. Le problème, c'est que comme la France a perdu ses couilles il y a 80 ans, ça fait 80 ans qu'on fait plus rien. Donc évidemment qu'on va jamais rien faire et qu'on va laisser les pauvres Arméniens crever parce qu'on n'est plus capable de le faire. Alors que, plus capable, on n'a plus le courage de le faire, alors qu'on a les moyens de le faire. Mais tu voulais dire quelque chose? Ouais, pardon. En fait, je trouve que c'est assez touchant ce que vous dites parce que vous parlez comme si la France était totalement indépendante, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle dépend de l'Europe. Donc, à partir de ce moment-là, elle ne peut pas avoir une prise de position ferme et utiliser la force, elle ne le fera jamais. Et je pense qu'il ne faut pas rêver. Personne ne le fera en Europe, ni la France, ni personne. Donc, on est vraiment seul. Et ça, je pense que les gens, il faut qu'ils le comprennent vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les identitaires se battent aussi contre ça, parce que la France a perdu complètement sa souveraineté. Et je sais pas, moi, je trouve ça terrible, quoi. Donc, s'ils ne peuvent même pas déjà agir pour leur propre pays, comment tu veux qu'ils agissent pour l'Arménie? Enfin, c'est ubuesque, au fait. Tu vois, on est d'accord. Ça n'arrivera pas, il faut arrêter d'être naïf, quoi. L'Europe ne fera rien. Surtout que l'Europe a vraiment des intérêts avec l'Azerbaïdjan. En plus, c'est autre chose. La France, non, mais l'Europe, oui. Ursula von der Leyen qui dit quand même que Ilham Aliyev, c'est un homme de confiance avec qui on peut échanger pour du gaz. Voilà. Comme par hasard, comme d'habitude, la corruption de l'Union européenne, ça complètement. Change pas. Mais pour une petite exclusivité qui se sait pas encore dans les médias français et internationaux que moi j'ai pu savoir de par les relations que je peux avoir en Arménie, même c'est que la France signe énormément de contrats d'armement avec l'Arménie en ce moment. On est on est quand même sur un soutien. En fait, il y a un soutien français à l'Arménie. Il est proportionnel à ce que la France est de nos jours, c'est-à-dire des belles paroles, machin. Mais en sous-main, il y a quand même des accords militaires. Je rappelle que le ministre arménien de la Défense a fait énormément de voyages en France ces derniers temps. Il y a des accords militaires qui se signent. Il y a aussi des accords militaires qui se signent entre l'Arménie et l'Inde, l'Arménie et l'Iran. Ouais. En fait, c'est un jeu d'échecs. L'Iran, ils ont du mal avec les Azerbaïdjanais parce que les Azerbaïdjanais, ils sont très israéliens. Je rappelle que le premier fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan, c'est Israël. Ouais. Et il y a aussi un convoi de 500 rabbins à Bakou bientôt. Voilà, juste. Un convoi de quoi? Il y a un rassemblement au fait de 500 rabbins à Bakou. Et ça, c'est en Azerbaïdjan? Ouais. Oui, Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Oui, voilà. Et donc, il y a quelques jours, d'ailleurs, quand je vous ai dit que l'Azerbaïdjan attaquait l'Arménie, que ça fait 3 morts, juste avant cette attaque, l'Azerbaïdjan a envoyé ses fameux avions en Israël pour aller récupérer des mortiers, ce genre de choses, qui ont servi à faire l'attaque. C'est vraiment deux pays qui sont très proches. La raison, elle est là, on va pas se mentir. La raison d'une intervention, elle est là aussi. C'est parce qu'il y a Israël dans l'histoire, parce qu'il y a l'Iran. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'Iran, elle voit ça, elle dit l'Azerbaïdjan. L'Iran, elle est là, elle voit ça, elle dit l'Azerbaïdjan complètement pro-israélien, donc je peux pas m'allier avec eux. Mais l'Iran ne peut pas taper trop fort du poing sur la table, parce qu'il faut pas oublier qu'au nord de l'Iran, il y a à peu près 10 millions d'Azerbaïdjanais au nord de l'Iran. Qui sont iraniens d'origine azerbaïdjanaise, mais si demain ils ont envie de se soulever, un soulèvement de 10 millions de personnes, c'est pas cool, quoi. 10 millions, il y a quand même une grosse communauté azérie en Iran. Ouais, très très grosse. Donc voilà, l'Inde aussi soutient à fond l'Arménie. Faut pas oublier que l'Arménie s'est enfin décidé à acheter des drones. Faut pas oublier que pendant la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan avait des drones Bayraktar turcs. Ouais. Bien évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de la Turquie, mais pendant la guerre de 2020, tous les généraux turcs de l'armée turque étaient en Azerbaïdjan pour gérer la guerre, bien évidemment. Faut pas oublier le nombre de mercenaires djihadistes qui ont été engagés par l'Azerbaïdjan pour aller massacrer de l'Arménien. Ça a été même avoué et même assumé par Emmanuel Macron lui-même, qui disait que c'était inadmissible, mais bon, lui ce qu'il dit. Enfin, voilà. En fait, c'est massacrer des chrétiens, quoi. En fait, faut vraiment se dire que Ilham Aliyev, il a passé un coup de fil à tous les pays un peu, le Pakistan, les pays un peu rugueux, un peu durs, en disant bon, là, on a des chrétiens à éliminer. Je sais que vous êtes très coutumeux du fait, éliminer des chrétiens. Donc, allons-y, quoi. C'est pour ça qu'il y avait des Pakistanais, des djihadistes, des vrais djihadistes, etc. pendant la guerre de 2020. Et toi, donc, avec la casquette, on reconnaît quand même la perfidie de la politique israélienne qui consiste quand même à vendre des armes à des djihadistes.
alors que eux-mêmes sont soi-disant en train Non, de faire mais la guerre Bon, je pense à pas, l'islam je pense pas radical qu'ils vendaient des armes à des djihadistes. Ils vendent des Non, armes mais à l'Azerbaïdjan. oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça les refroidirait pas. Hein. Ouais, T'inquiète mais pas, ça, ça on les peut dire, refroidirait ouais, pas de mais vendre des armes à des djihadistes. tu peux dire la même chose de beaucoup de pays occidentaux, mec. Ah oui, bah, c'est le cas, c'est le Ah cas. ouais. Mais c'est le Oui, cas oui, d'énormément de mais- pays C'est occidentaux. pas quelque chose complètement le cas. d'israélien, proprement dit. Ouais, mais après, si tu écoutes la morale voudrait qu'un pays qui a quand même subi tout ce qui s'est passé, on est tous au courant, on ne va pas revenir là-dessus parce que voilà, tu es censé quand même avoir un minimum de solidarité morale, ce qui aujourd'hui n'existe absolument pas, vu la situation, et c'est dramatique, quoi. Ah oui, mais moi, de toute façon, les États, c'est comme. Non, mais comme chacun disait- voit son intérêt personnel. Ouais, mais Enfin, les il États, y a comme pas disait de De limite. Gaulle, c'est des énormes bêtes froides. Il y a aucune morale, aucun Ouais. sentiment. C'est des Ouais. énormes machines froides. Mais par contre, par rapport à ça, par rapport à l'alliance Turquie-Azerbaïdjan, il y a un projet qui est, enfin, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le projet panturquiste. Et Melcon, du coup, il pourra vous Bien en sûr. parler. Donc, et au fait, la finalité de tout ça, parce qu'au final, la finalité, c'est de réunir toute cette enclave-là. Et au fait, nous, on est comme un caillou dans la chaussure. Au fait, on est vraiment très mal placé niveau Mais justement, c'est ça territoire. la question que je On voulais vous empêche ces poser. deux peuples au fait de se joindre. Et au fait, le projet final, c'est le projet panturquiste. Et c'est ça qui est très important aussi. Ok, donc en fait, c'est pas une volonté de récupérer quelques Et au morceaux fait, de si territoire. l'Arménie existe encore et existera toujours, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps, le panturquisme, au fait, ne peut pas exister si l'Arménie est toujours présente. Alors attends, je voudrais juste répondre à un commentaire du chat qui dit « L'Arménie ne reconnaît pas le Karabakh comme son territoire, donc l'intervention de l'OTSC est impossible. » Alors, non, parce que là, on t'a parlé d'attaque sur le territoire arménien direct, pas sur le territoire du Haut-Karabakh. C'est ça, c'est-à-dire que l'attaque de 2022, c'est les forces armées azerbaïdjanaises qui attaquent l'Arménie souveraine. On ne parle pas du Haut-Karabakh, là. La guerre du Donc Haut-Karabakh. l'OTSC était dans quasi l'obligation, normalement, d'intervenir. Complètement. Tout à fait. Voilà, Et c'est d'ailleurs, vrai j'ai que... juste une petite question par rapport à ça avant d'oublier. Je pense que c'est important. Si vous avez votre casquette objectivité, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté de faire fuir tous les chrétiens de cet espace grande Turquie? Évidemment. Ok, Ben, donc, évidemment. donc ça, c'est vraiment un objectif politique qui est selon vous Au assumé. fait, le projet panturquiste, il n'est pas seulement sur un niveau territorial, il est aussi sur un niveau religieux. Et nous, on est une enclave où il y a Le chrétienne. projet, Il en parlera du coup très Tu peux bien. nous en parler, Melcon? Oui, évidemment. le projet Panturk, c'est un projet qui est mené par Erdogan. Erdogan, qui était un démocrate au début de son élection, il s'est transformé petit à petit en quelqu'un avec un islam assez radical, etc. Bien sûr, ouais, il a islamisé beaucoup la Turquie. Ouais. Il a même le lien avec la France direct, c'est-à-dire que la plupart des mosquées salafistes en France, à Strasbourg, etc., c'est Erdogan C'est Billy directement. Gurouche, au fait, qui gère les mosquées. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment la Turquie, c'est le gros pays sunnite dans le coin, etc. Et automatiquement, en fait, c'est ça, c'est que les Arméniens, c'est pas juste des simples chrétiens. J'aime bien cette phrase qui est utilisée par le catholicos de tous les Arméniens, le sort de diocèse, qui disait que la chrétienté, c'est la couleur de peau des Arméniens. Exactement. C'est-à-dire ils vont pas lâcher leur chrétienté, jamais. Ils vont pas, ils sont pas, c'est pas des, c'est triste à dire parce que moi je suis vraiment un patriote français. Les Français ont complètement abandonné leur chrétienté. Oui, bien sûr. Il y a eu des tueries de masse. La Première Guerre mondiale, pour moi, c'est une tuerie de masse de la France, des Français. On peut parler de génocide français, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une tuerie de masse des Français réels, on va dire, lors de la Première Guerre. Mais la France a su petit à petit abandonner sa chrétienté. Les Arméniens, c'est pas près d'arriver, ça n'arrivera jamais parce que non, mais ça n'arrivera jamais. En fait, les Arméniens préfèrent mourir que perdre leur chrétienté. Non, mais on préfère se tailler les veines plutôt que de se convertir, en fait. Et donc, c'est trop ancré encore, tu nous aimes, Melcon, c'est trop ancré identitairement pour pouvoir se soumettre, on va dire, au panturquisme et à donc un gouvernement islamique. Voilà. Et donc, tu penses que Erdogan, sachant ça, il opte pour une politique beaucoup plus agressive et invasive parce qu'il sait qu'il ne pourra pas soumettre démocratiquement l'Arménie. Voilà. Il sait que les Arméniens, c'est un caillou. Les Arméniens, ils n'aiment pas les Azerbaïdjanais aussi. Enfin voilà, ils sont pas, voilà, ils sont dans leur truc. Ils veulent pas s'étendre, conquérir tous les pays autour. Ils veulent vivre en paix, mais
ils vont pas se convertir, ils vont pas. Enfin, on a des milliers, on a des centaines d'années d'histoire où Ouais, les mais Perses ont essayé de convertir les Arméniens, où tous les pays ça a autour ont jamais essayé de marché. convertir les Arméniens, ça n'a jamais marché. C'est très Donc pertinent ce que c'est vous dites parce qu'il y a plein d'invasions dans l'histoire où la population a adopté la religion des gens qui les ont envahis. Mais là, en Arménie, ça ne se produira jamais. Jamais, il y jamais. avait, là par contre les noms, je vais un peu machin, mais il y avait un grand général perse qui avait mené une grande bataille contre l'Arménie, etc. Et pour les convertir, et l'Arménie qui était armée que de paysans et de soldats pas très formés a perdu la guerre face à un effectif perse qui est l'Iran actuel beaucoup plus élevé. Ok. Mais en fait, c'est une légende arménienne, hein, mais c'est qui dit ça, c'est qui est basée sur une vraie bataille, mais c'est au vu de la détermination des Arméniens et de tout ça, le sultan a décidé de les laisser vivre leur chrétienté Ah ouais. comme acte de bravoure parce qu'ils Ouais. se sont battus tellement, machin, voilà. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Et aujourd'hui, quelle est la situation de l'armée arménienne? Quelle puissance a l'armée arménienne? Est-ce qu'on peut espérer une bataille rangée, entre guillemets? Est-ce qu'on peut espérer que l'armée arménienne puisse s'opposer directement à Azerbaïdjan? Ou est-ce que non, c'est avec la Turquie derrière Azerbaïdjan, l'Arménie est trop faible pour résister? Si la guerre, Militairement, je parle. ouais, bien sûr, si la guerre débute demain, dans un mois, c'est Ouais. compliqué, même c'est mort en vrai. C'est mort, Ouais. C'est pour d'accord, ça ouais. que l'Arménie, ça j'ai eu des sources directement de là-bas, il y a de ça même pas quelques jours. L'Arménie s'arme énormément en ce moment. Comme ils Tu ont bien parlais tout à obligé. l'heure d'accord militaire avec la France. Concrètement, Non, c'est non, quoi? d'acheter des armes. C'est pas d'un accord militaire. Non, Acheter d'acheter des des armes. armes, mais concrètement, c'est quoi? C'est quoi qui récupèrent les Arméniens là-dedans? Et en détail, ça, c'est secret défense, j'imagine. Ok. Alors, Oui, moi, oui. j'ai pas les sources. De l'équipement mais militaire, quoi. Ouais. c'est de l'équipement militaire. Je sais qu'ils ont acheté beaucoup de drones à l'Inde, mais voilà. Ils Oui. essaient de s'armer, ils essaient de se moderniser. Juste, alors là, je le fais un peu à l'arrache sur mon téléphone pour que les gens comprennent. Voilà. Ah, génial, ouais. Donc, ah merde, attends. Hop. Ouais, c'était bien. Je pourrais mettre une image si tu veux au montage. Ouais, Ouais, on mettra Ouais, une voilà. image au montage. Tu me l'enverras. J'ai vu la Géorgie. La Géorgie, c'est chrétien comme pays Oui, mais les majoritairement. Géorgies, c'est nos frères. Ouais. D'accord. Et eux, ils soutiennent l'Arménie? Ils sont beaucoup plus complaisants avec la Turquie. Ils ont réussi à s'allier. Et il y a même une sorte de mini conflit idéologique entre les Géorgiens et les Arméniens parce que les Géorgiens sont plus complaisants avec la Turquie. Ok. Parce Alors que moi, j'étais après, en- les Géorgiens sont très anti-russes aussi. Voilà, moi j'ai été en Géorgie et en Azerbaïdjan, j'ai jamais été en Arménie, mais donc je connais les deux pays un peu de l'intérieur. Le truc aussi à savoir, c'est que la Géorgie aujourd'hui, militairement, ça représente rien, pour ainsi Ah dire, oui, pas vraiment. grand-chose, voire rien. Ok. Ils sont aujourd'hui dans un état, la paix est faite avec la Russie, c'est terminé, etc. Ils vont pas revenir là-dessus, hein. Ils ont Complètement. subi une fois, ils n'ont pas envie d'un Complètement. deuxième truc. Effectivement, ils n'aiment pas les Russes depuis, c'est un peu comme la Tchétchénie, etc. Mais ils préfèrent quand même être dans les bonnes grâces parce que c'est quand C'est même ça. mieux pour eux. Donc, il ne faut pas espérer quoi que ce soit de la Géorgie, même si c'était le cas. Je ne pense pas que ça ferait une grande différence. Là où, par contre, c'est intéressant, c'est quand tu nous parles de l'Inde, parce que contrairement à l'Iran, on comprend que l'Iran est un peu bloqué vis-à-vis de sa communauté azérie sur place, etc. Voilà. Mais l'Inde en soi, pourrait être un allié principal Oui. et militaire de l'Arménie. C'est une énorme puissance militaire, l'Inde, contrairement à la Géorgie, quoi, là, pour le coup. C'est une grosse puissance économique aujourd'hui aussi. Donc, est-ce que tu penses, Melkon, est-ce qu'on peut espérer que ça bouge de ce côté-là ou est-ce que c'est un fantasme? Non, ça, on peut espérer que ça bouge de ce côté-là. Faut pas oublier que la priorité de l'Inde, c'est de faire barrage au Pakistan globalement. Hein. Eh oui. Eux, c'est C'est leur que truc pour ça qu'ils nous absolument. soutiennent. Hein, Et l'Azerbaïdjan, voilà, il y a une triforce un peu, on va dire un accord de triple entente entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan. Ouais. Et en réponse, l'Inde, il y a même pas quelques semaines, a dit si c'est ça, moi je fais une alliance entre l'Inde, l'Arménie et la Grèce. Là, C'est pour le que- coup, c'est vraiment pas dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan et du président azéri, parce que là, ça disproportionnerait les forces C'est ça. d'un côté et de l'autre, parce que le Pakistan, c'est bien gentil, mais c'est pas l'Inde, tu vois. Donc, C'est pour ça qu'il y a clairement, beaucoup de spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que ce Pakistan, conflit. c'est bien gentil. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que ce conflit-là peut dégénérer en conflit mondial éventuellement. asiatique. Asiatique, ouais, voilà, plus ça, ouais.
plus parce qu'ils vont pas se mouiller les États-Unis ou je sais pas quoi, mais plus un conflit asiatique assez violent. Surtout voilà. bon là on est en train on envoie des fusées, mais imaginons si le conflit dérive jusqu'à ce que l'Inde soit intervenant et donc le Pakistan réagisse, etc. Et donc qu'on déplace finalement ce conflit sur cette partie, ça obligerait la Chine à se positionner également. Voilà, Et la là, Chine, c'est pareil, on n'est plus sur les mêmes délires. La Chine, l'Inde, la Chine, c'est un peu Azerbaïdjan. l'absente de tout ça, mais voilà, elle veille beaucoup. Elle regarde de loin. Mais Il y a des guerres régionales et mondiales qui ont commencé à cause de petits conflits régionaux de ce c'est type. ça. Voilà, c'est quand même. Aussi, on est plus que sur un petit conflit régional, mais c'est vrai que en fait, c'est intéressant. Alors, en essayant d'être un petit peu détaché de l'horreur que c'est intéressant de voir comment tout le monde est un petit peu bloqué stratégiquement. On est arrivé, tu vois, en fait, quand tu parles justement le guise de conflits comme ça qui, peut-être d'une petite chose, ont escaladé, etc. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'en fait, on a dépassé complètement les alliances naturelles et les frontières naturelles. Et en fait, les alliances sont des alliances contre nature. On le voit, Israël avec Azerbaïdjan, lui-même allié avec tu comprends, avec le Pakistan. Enfin, ça n'a plus de sens, tu vois. Puis l'Iran au milieu qui, lui, d'un côté, sont contre Israël, mais d'un côté, ils ont Azerbaïdjan. L'Inde qui, normalement, ne devrait rien avoir à voir avec le sujet, mais qui, comme elle est en conflit avec le Pakistan, tu vois. Et en fait, on en vient à des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus emmêlées. Et en fait, c'est intéressant de voir comment les choses vont évoluer petit à petit et comment les gens vont se positionner parce que je pense que on va arriver, ça c'est mon avis, j'ai pas de boule de cristal, mais on va arriver un jour au bout de cette histoire ukrainienne. Les gens vont commencer à se détacher de tout ça, etc. Et ça va obliger un petit peu tout le monde à se positionner tu vois, sur le conflit arménien. Là tout le monde est en mode, tu sais, ils sont un petit peu les oubliés de l'histoire. Chacun fait genre ils ont des œillères parce que la bagarre elle se passe en Ukraine, mais quand l'Ukraine ça va passer, ils vont être un petit peu obligés de dire bon alors et en fait les Arméniens qui depuis des mois sont attaqués, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc je pense que les choses vont évoluer. Je sais pas Melkon ce que tu en penses, mais à mon avis on va assister quand même à un démêlement de situation dans le bon sens ou le mauvais. Ça par contre ce serait gros de laisser 120 000 Arméniens se faire trucider et même un pays même internationalement reconnu, l'Arménie, se faire totalement supprimer. Ce serait quand même gros. Il va se passer quelque chose. On est d'accord que si demain, Azerbaïdjan fait une attaque ouverte contre le Haut-Karabakh, l'Arménie interviendrait? L'Arménie officielle interviendrait? Je l'espère. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires pour l'instant. C'est pas sûr parce que ça justifierait complètement que l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce que l'Arménie elle est enfermée entre les deux. Donc en fait, l'Azerbaïdjan fait des attaques à la population du Haut-Karabakh. Si l'Arménie réagit et intervient, ça justifierait l'invasion de l'Azerbaïdjan en Arménie. Et là, si c'est le cas, l'Arménie n'existe plus en 5 jours. Et un rapatriement comme ce qui a été fait en Crimée, quand il y a eu justement le conflit en Crimée, que l'indépendance, que le raccord de la Crimée à la Russie n'a pas été reconnu, etc. Poutine a ouvert les vannes en laissant tous les Criméens pouvoir, s'il le voulait, après il faut qu'il le veuille, mais immigrer en Russie. Est-ce que ça, c'est quelque chose envisageable au Haut-Karabakh, un déplacement de population, entre guillemets, vers l'Arménie, pour certains, ou en tout cas pour les civils, etc., pour éviter le conflit direct, ou est-ce que le blocus militaire, de toute façon, laisserait même pas passer des civils En fait, l'Azerbaïdjan, son objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'Arméniens dans la région. Donc, ce qu'ils essayent de faire, là, c'est de dégager même un maximum d'Arméniens, sans forcément les tuer, mais en disant « Allez en Arménie ». Voilà, donc c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. C'est ça qui fait de façon très sournoise, c'est ça le truc. Oui, voilà, c'est à des fins. C'est une méthode qui est en même temps très maligne et en même temps abominable, c'est que c'est sournois. C'est que priver les gens de nourriture, de soins, c'est vraiment très sournois, au fait, la manière dont ils s'y prennent. Et, oui, c'est un siège, hein. On connaît, on sait ce que c'est, ça évite le conflit armé. Voilà, et petit à petit, il dit si vous avez faim, allez, on peut vous laisser passer au compte-gouttes, mais allez en Arménie. Non, mais en plus, le pire, c'est que... Est-ce que les Arméniens est-ce que la politique d'immigration et de frontière arménienne laisse les gens du Haut-Karabakh immigrer en Arménie ou non, ou est-ce que c'est compliqué? Si, bien sûr, c'est le même peuple, il n'y a pas de... Oui, mais après, tu vois, il faut... Mais le problème, c'est que les habitants du Haut-Karabakh ne veulent pas, en fait, tout simplement. Oui, non, mais j'entends, ça, évidemment, c'est la deuxième chose, c'est que tu es chez toi, tu n'as pas envie de partir. Et surtout leur terre. Surtout une chose, c'est qu'ils disent clairement, je préfère complètement mourir ici que de partir.
Donc, si Ouais. ça peut finir en bon sens, l'histoire, quoi. Et j'ai une question. Alors, je sais que Baptiste n'est pas Visuellement, forcément d'accord avec moi sur ce sujet-là, même si j'en sais rien en fait, on n'a pas vraiment de position claire. Mais on sait qu'il y a eu certains Russes qui sont allés s'installer volontairement en Crimée. Est-ce qu'il y a eu la même chose avec des Arméniens qui sont allés s'installer Ah. volontairement au Haut-Karabakh? Euh, Ou est-ce que c'est vraiment les gens qui sont là depuis, Pas au depuis Donbass, Ouais, longtemps? non, c'est pas du les Donbass dont 120 tu parles? Pardon? C'est pas du Donbass dont tu parles? Ou du Donbass, ouais, excusez-moi. Oui, oui. les Dans le 120 Donbass. 000 Arméniens, le chiffre de 120 000 Arméniens dans le Haut-Karabakh, c'est le chiffre actuel. Enfin, ça a Donc, toujours en été fait, à il peu n'y a près pas eu une ça, globalement. colonisation volontaire de l'Arménie de ce territoire. C'est vraiment naturellement un C'est territoire naturellement, ils sont là-bas, quoi. arménien. Ok. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est là où j'avais hoché la tête quand elle dit ça, c'est qu'il y a effectivement des Russes. Enfin, après, pendant la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de Russes qui ont immigré en Arménie. Oui. Et il y a même, et comme je vous dis qu'il y a énormément de Russes dans la région du Haut-Karabakh, parce que c'est eux qui sont soi-disant, ils doivent faire la sécurité, même si qu'ils laissent des tirs, des trucs et tout. Il y a énormément même de Russes qui vivent au Haut-Karabakh, chez les Arméniens, en D'accord. gros. Parce qu'il y a Ok, même ouais. des soldats qui viennent avec leur famille, etc. Oui, etc. oui, oui. D'accord, des gens Voilà. qui sont déployés là-bas. Ouais. D'accord. Mais ça se vide petit à petit, ça se vide petit à petit. Et il y a quelques mois, il y a eu le premier mort symbolique de famine au Haut-Karabakh, un corps complètement squelettique d'un homme qui était mort de faim. Putain. Parce que Ouais, ça donc, prend du temps, un blocus. évidemment, vraiment, ça prend du évidemment, temps. évidemment. Ouais, c'est... Ouais. Donc, bah, écoute, on entend. Et qu'est-ce qu'on peut. Alors, donc, ce qu'on peut déjà. On peut encourager les gens déjà à se rendre sur les liens de Ararat pour acheter des objets, etc. Donc, des vêtements, des mantilles, c'est ça? C'est des mantilles cousu main, donc je l'ai fait moi-même. Et des t-shirts aussi, et des suites à l'effigie de symboles christiques et arméniens. Voilà, donc ça déjà pour aider les associations arméniennes qui préparent la jeunesse arménienne à un futur possible conflit. Et Melkon, qu'est-ce qu'on peut espérer de la suite finalement? Qu'est-ce que nous, en tant que Français, on peut faire ou pas faire? Ou simplement, voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer de la suite du déroulement de cette histoire? Bah déjà, première initiative, le fait de faire des lives comme ça, déjà. Ça permet d'éclairer déjà, première chose. En tant que Français, à part soutenir de manière associative ou même écrire des lettres à des représentants français, etc., ça peut faire quelque chose. Mais petite parenthèse, il ne faut pas oublier que la France, l'Assemblée nationale et le Sénat français, les deux ont reconnu l'indépendance de l'Alsace. Oui. À l'unanimité totale. Oui, mais bon, une fois que tu reconnais l'indépendance d'un pays, c'est bien, mais dans ce cas, il faut la garantir aussi, quoi. C'est ça. En tant que Français, en fait, je dis ça en tant que citoyen français, voilà, c'est de par les associations, c'est de par comme ça que ça peut fonctionner. L'argent, ça sert toujours, bien évidemment. Il y a le Fonds arménien de France qui font un phonéton tous les ans, etc., pour récupérer de l'argent. Voilà, c'est ce qu'un Français peut faire. On est quand même dans un pays où, que ce soit à l'extrême gauche, l'extrême gauche c'est un peu plus compliqué, mais de la gauche, ou même parfois l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, enfin voilà, je sais que j'aime pas trop ce terme, que ce soit la droite, etc., le soutien à l'Arménie est total. C'est l'une des seules causes où Mélenchon et Marine Le Pen s'entendent. C'est-à-dire qu'on est sur un conflit, on est sur une cause arménienne où tout le monde y trouve son intérêt. Mhm. Tout le monde y trouve son intérêt. Ça, c'est Sylvain Tesson, écrivain voyageur, qui disait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés par l'Arménie pour la croix, il y a des gens qui sont attirés par l'Arménie pour le côté démocratique, l'un des seuls pays démocratiques dans la région, entouré de fourrades, on va dire, caricatural, mais voilà. Tout le monde y trouve son intérêt. Vraiment, tout le monde y trouve son intérêt. Et en tant que Français, je sais que là, il y a beaucoup de Français attachés à la chrétienté, à la patrie, au patriotisme qui m'écoutent, c'est que l'Arménie peut faire... Avant que tu rentres dans l'histoire, Ouais. c'est pas juste un pays chrétien, c'est le premier pays chrétien. C'est le pays chrétien, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent... On t'a perdu. Des franco-français qui considèrent la France comme la phrase, ça a coupé un bon moment. Ouais, oui. Ouais. Je vais parler d'amis français que j'ai moi qui sont complètement franco-français, qui voient la France comme leur patrie, mais qui voient l'Arménie comme une sorte de terre sainte un peu lointaine, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que dans la région, il y a vraiment une volonté de supprimer les chrétiens. Il ne faut pas oublier que 80 à 90% des croyants persécutés dans le monde, c'est des chrétiens. C'est vraiment la religion qui se fait le plus persécuter. Je parle même pas des persécutions sous Daesh, etc. Mais c'est-à-dire ça, c'est un chiffre officiel. C'est un chiffre du gouvernement britannique qui, avec une analyse de la situation actuelle, détermine que 80% des personnes persécutées pour des motifs religieux sont chrétiens. Bien sûr. Et en fait, les relations entre la France et l'Arménie, elles sont vraiment de tout temps. J'aime pas dire ce mot, mais c'est vraiment ça. Vrai. C'est-à-dire que
Il y C'est vrai. a le dernier roi arménien, Léon de Lusignan, Léon IV, est le seul roi qui est enterré avec les rois de France à la basilique Saint-Denis. Il y avait le grand mamelouk de Napoléon qui était d'origine arménienne. Il y a le grand général français. Le sauvetage de la marine française, Voilà, le etc. On sauvetage de connaît la marine française, enfin voilà. Et même pour faire plaisir, aux communistes aussi, pendant, la résistance, Tu pas au bon endroit heu, pour ça, là. Missak non mais même, voilà, pour pas toucher trop leur faire pour plaisir. pour Vas-y, ouais. toucher tout le prisme, Missak Manouchian qui était à la tête de l'affiche rouge, qui était, des FTP MOI, qui était le résistant qui a été, le plus illustre face aux nazis et cetera. Enfin bref, il y a des Arméniens dans l'histoire de France à peu près partout. Mmh. Moi, ce que je souhaite, c'est que, voilà, qu'il y ait plus une conscience, chrétienne de la part des Français et cetera, qui comprennent Ouais. ce que c'est que leur histoire et qui considèrent l'Arménie comme une sœur, on va dire automatiquement. Tout à fait. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, à Radio Dixie, c'est que, tous les bénéfices de ce mois-ci sur Twitch, je vais te les reverser directement à Ararat pour que tu puisses les envoyer aux associations que tu souhaites pour Ah, c'est l'Arménie. génial. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, ce mois-ci parce qu'on va tout, envoyer à Ararat. Bah, Bah, ça, voilà, merci c'est beaucoup. des Franchement, initiatives qui sont, ouais, c'est une très, très belle initiative, effectivement. c'est des Et juste initiatives un truc, touchantes, ouais. il faut comprendre une chose aussi, c'est que, au fait, on défend pas que l'Arménie, on défend un idéal, enfin, on défend la foi chrétienne qui est vraiment très malmenée, dans le monde entier et c'est vraiment super important de prendre parti. Et moi, quand je vois qu'il y a, enfin, que c'est l'État lui-même qui déboulonne des statuts, enfin, en France, moi, je trouve ça, enfin, c'est désespérant, tu vois. Et je pense que du coup, c'est vraiment un combat qui est commun et qu'il faut soutenir ensemble, quoi. Parce que la situation de la chrétienté en France, elle est, mais enfin, c'est déplorable, au fait. Enfin, quand tu regardes ce qui se Ah bah ça, passe, on en a assez parlé pour le coup. On en Ah, parle vraiment. régulièrement. On a des constats, on a des constats aussi. bah ouais, mais je suis désolée, Je sais mais pas si c'est un, tu es c'est un point spectatrice commun de et c'est Radio important Dixie de ou de rappeler. ce qu'on fait d'habitude. Le Ah, Guise et moi, mais on a fait beaucoup chacun indépendamment et ensemble, on a travaillé beaucoup sur le sujet. Moi, j'ai écrit un livre avec tout un chapitre sur le sujet. Je t'invite à Mhm. lire si ça t'intéresse. J'ai fait beaucoup Oui. d'interviews sur TVL, etc., juste sur le sujet de l'état de la chrétienté en France. Disons que là, c'est un peu court, mais on a nos idées sur le pourquoi du comment, quoi. Ouais. Super. Il y Et a Snan59 qui nous dit: «Je vais m'abonner». Merci beaucoup, mec. N'hésitez pas à le faire pour les autres. Et juste une petite question: est-ce que cette situation en Arménie, elle peut avoir un impact sur l'expansion de l'islam en Europe? Bah, bah, bien évidemment. voilà, bien évidemment, parce que en fait, automatiquement, si ce verrou de l'Arménie saute, à Erdogan et compagnie, c'est la fête là. Ils vont se déferler, déjà qu'ils se déferlent sur la Grèce et qu'ils se déferlent aussi idéologiquement sur la France. Faut pas oublier Sur que la pendant France, hein. l'élection turque de il y a quelques mois là, heu, le nombre de Turcs francophones qui peuvent voter pour le Ouais. président, turc, des Turcs de France qui votent pour le président turc. Et je ne sais pas si vous avez vu les images de la réaction des Bien turcophones, sûr, bien des sûr. Et puis francophones. Erdogan en tête, de loin, etc. On a vu, hein, la Voilà, Turquie. on est Ouais. voilà, et donc voilà, ça arrive petit à petit, ça se diffuse en fait, voilà. Et ce verrou arménien peut vraiment, voilà, peut vraiment pas empêcher, mais ça peut être le début d'une étincelle, d'un réveil en fait. Ouais. Ça peut dynamiter, Oui. la colonisation indirecte qui C'est sont ça. en train de subir beaucoup de On pays. le souhaite. Indirect et direct, hein, parce que si la Turquie Ouais. veut lâcher tous les migrants, c'est en 2 secondes, ils peuvent le faire. Parce Exactement. qu'ils voilà. On le souhaite en tout cas, enfin pas ça, mais on souhaite que ça se passe en Arménie. Merci à vous en tout cas, tous les deux, d'avoir été là, d'être venus sur Radio Dixie. C'était un sujet on avait à cœur de parler parce qu'on le voit. Comme d'habitude, on essaie de traiter des sujets qui ne sont pas forcément beaucoup traités par d'autres médias dits de droite. Donc voilà, on essaie toujours de se positionner là où il y a un peu de silence. On espère que ça aura été utile. On espère aussi que ça aura un petit peu expliqué au public, parce que c'est aussi pour ça qu'on faisait ce live. Il n'y a pas de, même si on reverse les dons, etc. Comme tu l'as dit, Méthode, on peut pas faire grand chose. Mais déjà, rien que les gens puissent savoir ce qu'il en est, pas juste entendre un petit bruit qui dit oui, il y a une guerre en Arménie, mais personne ne comprend bien ce qui se passe. Voilà, je pense que les gens ressortent de là avec une image plus claire du conflit. Quand ils verront des news à la télé, partout, etc., ils sauront comment se situer vis-à-vis de ça, parce qu'ils auront le background, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Moi, je veux vous dire, encore une fois à vous, merci de nous Ouais. avoir invités. Oui. Merci Ouais. de parler de ça, c'est important parce qu'automatiquement vous participez un peu à l'histoire en fait, parce que
c'est des petites actions comme ça qui font qu'il y a des réveils qui se passent, que voilà, petit à petit, on sent quand même que chez les jeunes Français, il y a un réveil sursaut identitaire, etc., etc. Et ça va ensemble en fait. Il y a beaucoup de gens qui dissocient la France et la chrétienté. Pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas Exactement. dissocier. Ouais. La France, c'est la France, mais Ouais. il y a la chrétienté aussi qui a fait la France, etc. Donc ça va ensemble et voilà. Et c'est pas voilà, c'est que bienveillance pour la chrétienté et pour tout ça. Enfin, voilà. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. On va vous laisser Oui. quitter le live tranquillement. On vous remercie. Bon, très bien. Très bien. J'espère que ça a plu à tout le monde. Est-ce qu'on avait d'autres sujets à traiter? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu veux arrêter là, vu que tu as ta famille et que tu dois aller faire du canoë? Si j'ai bien compris. On va faire du canoë camping, on va prendre la voiture, on va faire 4-5 heures de route et on va s'enfoncer dans les lacs où il n'y a absolument rien pour camper en plein milieu de la nature. On peut prendre quelques questions pendant 10-15 minutes si tu le souhaites. Allez-y, prenons rapidement. Est-ce que Pierre, si tu peux mettre le chat pour les abonnés. N'oubliez pas aussi que ce mois-ci, c'est un mois spécial. Vous avez 20 ou 30% de réduction sur tous les abonnements Twitch pour l'ensemble de Twitch. Donc profitez-en parce que nous, on reçoit la même chose et puis on va reverser la même chose évidemment. Ah bon, mais pourquoi il y a ça? C'est une espèce de promotion que fait Twitch pour que les gens s'abonnent à différents comptes. Baptiste, est-ce que tu connais les cigares Camacho? Est-ce que tu en penses, si tu en connais? C'est des cigares premier prix assez bas de gamme. Le Guise, je suis sûr, tu vas au parc de la Maurice. Fais gaffe aux ours, j'en ai croisé lors de la randonnée là-bas. Ouais, c'est là où je vais, mec, très bien vu. Et là-bas, c'est intéressant parce que dans ces zones-là, en fait, tu as des espèces de gros poteaux de 6, 7, 8 mètres de haut où quand tu vas camper là-bas, tu dois mettre ta bouffe en hauteur, justement pour pas que les ours viennent fouiner sur ton campement. Putain, il y a une question qui me tue. J'ai raté le début du live, on peut avoir un résumé du sujet. Bien sûr, tout de suite. Ça fait 1h20 qu'on parle d'un sujet, en fait, tu regarderas au diff. En fait, je pense aussi, parfois, ils se parlent entre eux dans les commentaires, mec. Peut-être qu'ils demandent à quelqu'un. Là, il a posé la question plusieurs fois, je pense que c'est plutôt pour nous. Mais... Ah ouais, merde. Tout de suite, on va te faire un résumé juste pour toi, mec. Ouais. Avez-vous regardé l'UFC Paris? J'ai regardé 2 combats, moi seulement, j'ai pas tout regardé. Et en fait, comme c'était à l'heure, d'habitude, les combats UFC sont à l'heure américaine, donc du coup, pour moi, c'est plus intéressant que pour les Français parce que je les regarde le soir posé. Mais là, comme c'était en France, il me semble que pour moi, c'était en plein après-midi, donc j'ai juste regardé des rediffs. Pareil, moi je voulais le regarder, mais en ce moment, avec la petite qui est née et la famille qui a débarqué et l'organisation, j'ai pas pu le regarder. Mais il y a encore Saint-Denis qui a gagné, ça c'est génial. Oui. Baptiste, tu t'entraînes encore régulièrement au Metroflex. Alors en fait, le Metroflex original, celui d'Arlington, j'y vais environ 1 fois par semaine. Et en fait, je m'entraîne au Metroflex de Weatherford, qui est un autre Metroflex. Il y en a 4 au Texas, des Metroflex. Mais le original, j'y vais encore 1 fois par semaine. Alright. Il n'y a pas d'autres questions? N'hésitez pas les abonnés à poser vos questions. Pour vous deux, un live sur le Liban, autre pays chrétien en péril. Il faut, encore une fois, c'est plus l'occasion, s'il se passe quelque chose, etc., d'actualité, qu'on a les bons intervenants, pourquoi pas, quoi. Mais pas juste comme ça, sorti de nulle part. Ouais. Est-ce que toi, tu considères que le Liban, c'est un pays chrétien? Le Liban chrétien, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est combien l'abonnement au Metroflex la renommée? C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Je crois que c'est 30 balles par mois. Je crois. Okay. Thibaut 21, combien de séances par semaine? Tu as déjà dû répondre, mais tu peux répondre rapidement. 3 fois. Je m'entraîne 3 fois par semaine. 4 fois ou 3 fois selon ce que je suis en train de faire. Là, je démarre un nouveau truc. J'en ai pas parlé encore. Je vais pas communiquer dessus tout de suite. J'attends un petit peu, mais voilà. Disons que je fais un mini comeback dans le business, on va dire. Donc, j'en parlerai plus tard. Je démarre un nouveau programme, on va dire. Super. Moi, j'ai inventé un petit jeu avec ma copine. Tu sais que j'aime bien dire des trucs de mongolien parfois. Mais quand je suis en train de porter la petite, tu vois, je demande à ma copine de sentir. Il faut qu'elle devine si la petite a fait caca ou si c'est moi qui ai pété. C'est dégueulasse, putain. Quel mongolien. Je continue à répondre aux questions. Hein. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur le sport auto aux USA, NASCAR, Indy ou autre? Oui, sur la drag race. La drag race, je voudrais faire une vidéo où je monte carrément dans une voiture sur un gros drag race, etc. J'ai eu plusieurs opportunités, ça ne s'est pas concrétisé, mais ça va se faire. Parce que moi, j'aime vraiment le drag race. Okay. Et puis sinon, sur d'autres trucs, plus les délires, le Monster Jam, ce genre de choses, quoi. Il y a Tupac qui nous dit MDR, le mongolien suprême, on adore. Ouais, il y a DCIS33 qui nous dit pas ta copine, ton épouse. C'est vrai, c'est mon épouse. Faut que je m'y habitue.
t'avais pas un objectif de perf compétition en curl, Baptiste fut un temps? Si, mais c'était impossible. Le temps que j'étais en France, là, c'est avec le boulot. J'ai voulu. En fait, j'ai arrêté le bench, la compétition de bench, parce que c'était pas du tout possible de lier les deux activités au niveau où j'étais et avec voilà, mes activités professionnelles liées à la chaîne, etc. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire une compète de street curl, mais même en fait, être compétitif, j'aurais pu le faire, mais en fait, je n'arrivais pas à être compétitif au niveau que je voulais à cause du temps que me prenait le travail, etc. Donc, j'ai abandonné l'idée, mais c'est vrai que maintenant que je suis ici, maintenant que j'ai la boîte qui tourne et tout, je commence à retrouver un certain équilibre, on va dire, dans ma vie, qui me permet de peut-être réenvisager, pas le bench en compétition, clairement pas, parce qu'il faudrait que j'arrête tout, il faudrait que j'arrête Chasse au Texas, il faudrait que j'arrête YouTube et tout, enfin Patreon, etc. C'est vraiment pas possible. Tu travailles beaucoup, Mais ouais, parce que voilà, même si disons tu que travailles, même de si tu revenir à un travailles, truc plus sérieux. ouais, il y a un truc que je voulais dire, toi, je pense que tu travailles beaucoup dans le sens où, même si en volume, tu as peut-être des semaines normales, mais quand tu travailles, tu bosses à fond et tu as plein de projets dans tous les sens. En fait, c'est plus que le sport de haut niveau, ça demande une stabilité extrême. Et en fait, mon métier, c'est l'inverse. Tu vois, c'est tout le temps en déplacement. Ça, par exemple, c'est le pire truc. En fait, finalement, si je bossais 8 heures par jour, 6 jours par semaine, mais que je bossais dans un bureau, ça serait plus compatible que de bosser, on va dire, tu vois, par-ci, par-là, mais en bougeant tout le temps. Maintenant, je bosse beaucoup et en termes d'heures et en termes de déplacement. Donc, du coup, tu vois, par exemple, cette semaine, si je regarde mon planning, donc là, cette semaine, j'ai un client toute la semaine. En gros, j'ai un client toute la semaine. Le 9 et le 10, j'ai rien. J'ai pas de client ni rien, mais j'ai tout ce qui est Patreon, les réseaux, machin, etc. à gérer. Ensuite, j'ai un client du 11 au 15. Ensuite, j'ai 2 jours où j'ai rien. Puis j'ai un client, tu vois. Donc en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. Bah, Ça s'arrête jamais. Et c'est des super, fois, mec. C'est ça, pour c'est des un, vidéos de déplacement, bon problème à avoir. je fais à l'heure actuelle, je fais à peu près entre 5 et 7 000 km par mois en voiture. Ah ouais, putain. Mais c'est un bon problème à avoir. C'est-à-dire que les affaires roulent. Et Oui, puis, tant mieux, oui, tant mieux. aussi, Dieu vous échange ce que vous souhaitez en échange de travail. Donc, le travail, c'est tout. J'espère. Il y avait une question intéressante qui était de Alasagat 8. L'instruction au domicile est-elle autorisée au Canada? Sous quelles conditions, s'il y en a? Je vais répondre très rapidement. En fait, c'est autorisé. Et puis, c'est super parce qu'il y a même des familles qui s'organisent entre elles. Admettons 10 familles qui ont chacun 2-3 enfants pour faire leur propre école. Et donc, Sympa. en fait, tu peux avoir un parent qui est bon en mathématiques, un autre qui est bon en sport, etc. Et jour après jour ou semaine après semaine, ils vont dans une famille ou l'autre pour recevoir leur instruction et pas les se faire laver le cerveau à l'école publique. J'avais sauté une question d'Alex68. On peut y répondre rapidement. C'est quoi votre avis rapide Ouais, sur j'ai vu la l'Union européenne? question, mais rapidement, non. Bah, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est un C'est de la espèce merde. d'énorme État. C'est de la grosse merde. C'est un espèce d'énorme État socialiste par-dessus un autre énorme État socialiste qui est déjà l'État français. Donc, vous avez double gouvernement. C'est l'enfer total. Double ration de fils de pute. Exactement. Je vais choisir encore 2 ou 3 questions et puis on va arrêter le live. Ouais, on va peut-être arrêter. Baptiste, si tu fais un max au bench, tu penses que tu as combien? J'ai pas fait de bench depuis des années maintenant. J'ai fait un peu par-ci par-là de l'incliné, un peu par-ci par-là. Je pense que là, vraiment, peut-être entre 160 et 180, peut-être un peu moins, peut-être 160, ouais, autour de 160, je pense. Difficilement, mais ça devrait le faire, à peu près. Est-ce que tu veux que je Mais bon, termine ça sur fait un vraiment truc de des années que j'ai pas touché une barre. Hein. Est-ce que tu veux que je termine sur un truc de mongolien? Oui, vas-y. Mais en fait, je me demande si je suis pas transgenre. Si je suis Ça y est, pas... ça recommence. Oui, je me demande parce qu'en fait, hier, j'ai passé l'aspirateur dans la maison. Et tu t'es senti bien ou pas? Non, pas trop. Non, c'est vrai, tu as Ah non, raison. bah donc tu Donc vois. c'est bon alors. Et Bon, dernière question, le thème de Radio Dixie de la semaine prochaine, les gars. est-ce qu'on ça a va le être- gars pour l'autoroute ou pas? C'est pas encore sûr, les gars, donc on va vous le donner une fois que ce sera sûr. Tu lui as parlé? Ouais, je lui ai parlé, mec. Ouais. Il est très occupé. Donc, Ah ok, très bien. donc c'est ça. Mais en tout cas, un grand merci, les gars. Merci encore, Baptiste. C'est un régal. Et Merci puis, à vous tous. à la semaine prochaine, les gars. Ciao. À plus, ciao.